Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de podcast où après avoir vu hier les débuts de la Révolution jusqu'à la Terreur, eh bien aujourd'hui on va voir de la Terreur jusqu'à la fin de la Révolution. C'est un programme qui est aussi vaste que le précédent, mais on rappelle ici qu'on est là que pour faire du survol. Hein. L'idée c'est d'avoir une vision générale, vulgariser cette période qui est extrêmement dense. Hein. Donc contrairement à hier, j'ai pas déjà enregistré cette partie. Voilà, normalement le son est correct. Donc je sais pas combien de temps on va causer aujourd'hui, sachant que la période est vaste, comme je le disais, puisqu'on va aborder tout ce qu'on appelle la convention montagnarde avec la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, les quelques temps qui vont suivre jusqu'à l'émergence du Directoire, puis la prise de pouvoir par le général Napoléon Bonaparte, 1799. C'est assez vaste, voilà, comme je disais. Je verrai si j'ai le temps de développer énormément sur la période du Directoire, qui est souvent une période que on considère pas beaucoup, et c'est assez dommageable, parce que c'est quand même 4 années de la Révolution où beaucoup de choses ont été faites. Alors si j'ai pas le temps de le développer, d'ores et déjà, au moins j'en donne au moins un principe qui, à mon sens, devrait être repris constamment en histoire, c'est que quand une période est considérée comme prospère, comme c'est le cas du consulat napoléonien, quand même pas totalement oublié une nouvelle fois, on l'avait évoqué hier, que une période n'est que la conséquence de la précédente. Et oui, nombre des succès du consulat napoléonien reposent sur ceux qui ont été accomplis à l'époque du Directoire, malgré tout ce qu'on peut en dire en mal. Il y avait quand même quelques points qui méritent d'être soulignés. C'est une époque qui, assurément, supposerait d'être revisitée, peut-être revalorisée. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, parce que le sentiment quand même qu'on en a, c'est que c'était sacrément le bazar, et c'est pas totalement faux. Loin s'en faut. Mais bon, quand même, voilà, ne jamais oublier que dans l'histoire, on ne fait qu'hériter de nos prédécesseurs. Donc, faisons un petit point par rapport à tout ce qu'on a abordé dans le premier podcast. Donc, on avait vu hier un petit peu comment s'étaient passées les 15 premières années du règne de Louis XVI avant 1789, avec les remous qui agitaient la société française dans la suite du mouvement des Lumières, la question de la guerre d'indépendance américaine et surtout l'enjeu majeur des finances. Bon, États généraux en 89, prise de la Bastille, au préalable, proclamation du tiers-État comme assemblée constituante qui dure jusqu'en 1791, la fuite du roi à Varennes, euh, proclamation de la Constitution, la première Constitution de l'an, non pas de l'an 1, à ne pas confondre justement, première Constitution qui officialise une pratique du pouvoir qui existait déjà, Louis XVI, roi des Français, même s'il l'avait déjà juré à l'occasion du serment de la Fédération en 1790. Période qui continue sous l'Assemblée législative, voilà, à partir d'octobre 1791. Période tumultueuse, avec notamment durant toute la première moitié de 1792 la guerre de la première coalition, déclarée par les Girondins, soutenue par Louis XVI, voilà, contre l'avis des montagnards. Premier revers, et prise des Tuileries le 10 août 1792 qui aboutit à la proclamation de la République au lendemain de la victoire de Valmy, c'est-à-dire les 20 et 21 septembre 1792. Donc après l'Assemblée législative, qui elle-même succédait à l'Assemblée constituante, nous avons maintenant un nouveau régime politique qui est celui de la Convention nationale. Convention nationale qui est initialement dominée par une influence girondine, et qui, avec notamment différentes trahisons et différents échecs, les trahisons du général Dumouriez, vainqueur pourtant à Valmy, et la situation qui se passe dans l'ouest du pays, notamment la Vendée, eh bien, les Girondins vont être largement dévalorisés, au point que
à plusieurs reprises, la Convention nationale va être assaillie par les sans-culottes. Et finalement, mise en accusation de la plupart des députés girondins, et avènement du comité de salut public, avec notamment à sa tête, enfin à sa tête non, mais comme membre le plus éminent, le plus célèbre qui soit, Maximilien de Robespierre. Voilà, on s'était quitté là-dessus avec quelques appréciations sur la terreur. Voilà, ça c'était notre point de départ, enfin notre point final du podcast d'hier et qui va donc constituer notre point de départ de ce jour. Quelques petites précisions, j'en profite parce que je n'aurai pas l'occasion normalement de faire un troisième podcast sur la Révolution, donc je profite de quelques précisions par rapport à ce qui avait été donné hier. Je disais notamment qu'à cette époque-là, on avait 60 départements qui étaient en insurrection sur 83 départements. En tout, 83 départements, même si ce chiffre-là de départements va être est fluctuant selon les conquêtes de la République. Voilà, le territoire national est lui-même en évolution, mais et surtout qu'on perd des départements. On le verra, la Corse va faire sa sécession, une partie de la Belgique va finir par être conquise. Voilà, tout ça est assez fluctuant, mais on retient en gros 80-83 départements à cette époque-là. Autre petite précision, je n'avais pas su prononcer son nom hier, c'est bien le ministre Bournonville, j'adore ce nom, Bournonville, qui avait été capturé et livré aux Autrichiens par le général Dumouriez. Et ça m'a interpellé, je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a encore des ministres à cette époque-là? Donc, en mars 1793, eh bien, malgré le fait que la Convention nationale est proclamée, et que donc du coup, la Constitution de 1791 n'a plus lieu d'être. D'ailleurs, elle va donner lieu en juin 1793 à la Constitution de l'an 1, celle-là même qui proclame le droit au bonheur, le droit à l'insurrection, etc., le suffrage universel direct de tous les individus, masculins, évidemment, c'est l'époque, mais une constitution qui sera en suspens jusqu'à la paix générale, entre guillemets, voilà, qui n'arrivera jamais, donc constitution qui ne sera jamais appliquée, mais qui sera sans cesse réclamée. Il y aura plusieurs mouvements pour réclamer cette constitution de l'an 1. Il y a une période transitoire où les ministres, malgré le fait qu'ils ne soient plus sous le gouvernement présidé par Louis XVI, roi des Français, puisqu'il y a la déchéance du roi, on a quand même un conseil exécutif provisoire dans lequel on va retrouver notamment Georges Danton comme ministre de la Justice. Il y a 6 grands ministères, l'intérieur, la marine, la guerre, les affaires extérieures, les revenus de l'État, etc. Bon, tout ça, au bout d'un moment, on va laisser place aux comités, aux différents comités, notamment comité de salut public et comité de sûreté générale, mais il y a d'autres comités, on parlait hier aussi du comité de législation. Bon, tout ça, ce sont en fait des organes, qu'on pourrait dire, qui ont la présidence de l'État. C'est une présidence collégiale, mais quand même sectorisée, mais qui préside elle-même des commissions exécutives. L'idée, en fait, c'est d'organiser la Convention nationale, l'ensemble des députés qui ont, du coup, des fonctions à la fois législatives et exécutives. Et c'est notamment dans le cadre de ces commissions-là que nombre de députés vont être envoyés comme représentants en mission. On parlait hier de Santonax à Saint-Domingue, mais il y a également, je sais pas moi, Collot d'Herbois, qu'on va évoquer, très présent à Lyon, ne fais pas d'erreur. Oui, c'est Lyon, en même temps Pouchet, d'ailleurs, voilà. Les deux seront là. On a Barras qui sera envoyé à Toulon. On aura Bertrand Barrère qui sera aussi envoyé en mission. Bon, bref, il y en a plusieurs comme ça qui sont envoyés avec une certaine autorité pour essayer de calmer la situation comme on peut. Voilà. Bon, donc ça, on s'était quitté là-dessus. Et sur l'idée aussi, pourquoi est-ce que je ne mettais pas un T majuscule à terreur, tandis que j'en mets un à révolution. Révolution, pour moi, à partir de la victoire de Valmy, voilà, parce que juste avant, en fait, c'est juste une révolution, somme toute, assez banale, sauf que là, elle devient une révolution victorieuse et surtout qui s'affirme en République. Il y a un véritable changement dans l'État, c'est pas seulement une réforme. On peut dire finalement qu'au
Auparavant, de 89 à septembre 92, c'est des réformes de l'État, mais on conserve des prérogatives royales, même s'il devient roi des Français, bon, pas quelque chose d'énormissime. Voilà, donc là, il y a un véritable basculement en septembre 92, et le mot de terreur, avec un T majuscule, comme système politique, c'est un mot qui apparaît après la chute de Robespierre, notamment mis en avant par Tallien, qui est un député montagnard qui siégeait au comité de salut public, qui était représentant à Bordeaux, je vous disais justement ceux qui avaient été envoyés en mission et qui avaient trempé aussi, ils ont tous plus ou moins trempé dans les magouilles et dans une forme de répression qui fait que la plupart des membres du comité de salut public, à l'exception de Couthon et de Saint-Just, on va réévoquer tout ça, étaient contre Robespierre parce que justement comme ils ont trempé dans ce genre de petits tracas et que Robespierre était réputé pour être l'incorruptible, ils ont eu peur de s'en manger une, et c'est justement par action préventive qu'ils ont fait le 9 Thermidor qui va aboutir à la chute de Robespierre. Bon bref, tout ça pour dire quoi ? Du coup, le système de terreur comme un T majuscule, c'est dans une perspective, en fait, on essaie de repousser, on essaie de dire que cette période-là est derrière nous, alors que même nombre d'instruments qui justement faisaient, qui contentent de rendre comme élément objectif d'une politique de terreur, vont continuer après Robespierre. Bon, bref, il faut garder en tête qu'à chaque fois, on a des tentatives politiques pour répondre à une colère populaire, à une situation intérieure et extérieure, et donc en fait, on essaie à chaque fois d'endiguer une colère populaire qui, d'ailleurs, n'est pas, on l'avait évoqué hier, tellement gérée par des indigents, c'est pas une masse de clodos qui s'en prend à la Convention nationale, parce que simplement les clodos en fait sont trop occupés à survivre, mais c'est la masse des sans-culottes, et les sans-culottes ce sont des gens qui ont quand même un métier, un petit travail, et justement ils n'ont pas envie de devenir indigents, et donc ils font valoir leurs droits politiques. Donc voilà, il faut vraiment changer cette vision d'une foule en colère, puisqu'il y a eu plusieurs mouvements comme ça, et notamment à l'encontre de la Convention nationale. Cette foule-là n'est pas une foule de miséreux. Ce sont des gens qui sont instruits, à minima qui se réunissent dans des clubs, et au-delà de ce qui se passe dans les comités, dans la Convention nationale, ce qui se passe autour de la lecture commune, collégiale qu'on peut avoir de grands journaux, comme l'Ami du Peuple, où on retrouve Marat, ou Le Père Duchesne, où on va retrouver Jacques-René Hébert. Voilà, la vie politique, c'est un chaudron, notamment dans les grandes villes et a fortiori au sein de la capitale. Et donc tout ça pour dire qu'on essaie de s'adapter au jour le jour, et que par conséquent, on est toujours dans une action politique qui oscille entre la prévention, la réaction, voire la négligence, parce qu'on n'a pas les moyens. De telles dispositions s'accommodent mal d'une perspective totalitaire. On n'a pas cette idée-là, surtout que, contrairement au régime qu'on considère comme totalitaire, donc l'URSS stalinienne ou le Troisième Reich hitlérien, on n'est clairement pas dans une configuration politique où il y a un seul homme qui a le pouvoir. Si on essaye de faire endosser ce costume-là à Robespierre, déjà, c'est pour ceux qui essayent de, en gros, jeter leur propre tort avec le cadavre. Voilà, Robespierre n'est plus, donc c'est facile de lui mettre tout sur le dos. Mais une nouvelle fois, comme on vient de l'évoquer, le système de la Convention nationale post-girondine géré par les montagnards, c'est un exécutif qui est incroyablement divisé. Et donc Robespierre, même si c'est un homme qui a énormément d'influence, il a des amitiés un peu partout, dans les clubs, dans les journaux, même dans les mouvements féministes, à la Convention nationale, même auprès des députés de la Plaine, ceux qui sont neutres, entre ceux qui restent de la Gironde et les montagnards. Robespierre est plutôt copain avec eux, parce que notamment il empêche qu'il y ait 70 exécutions de Girondins. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui est central dans tout ça, mais ce n'est qu'une bulle, en fait, dans
comment dirais-je, dans une effervescence, dans une mousse politique, parce qu'il y en a plein, il y en a des tas, des politiques et des militaires qui se distinguent. Celui-ci apparaît comme étant majeur, mais en définitive, parce que dans cette période-là, c'est pas celui qui crève le premier. En fait, on va y avoir, on va l'évoquer. Là, je vais terminer mon propos introductif, mais c'est sûr que forcément, une fois qu'on s'est débarrassé de Georges Danton, Maximilien de Robespierre, il apparaît comme étant plus resplendissant. Mais une fois, il y en a d'autres. Et il faut se rappeler que au sein des commissions, il y a des divisions. Au sein de la Convention nationale, il y a des divisions. Au sein du comité de salut public, il y a des divisions. Il y a des grandes figures. On évoquait un petit peu un genre de triumvirate. Robespierre, Couthon, l'avocat des pauvres, avocat comme Robespierre, qui sera à l'origine, on va en parler, de la loi de Prairial. C'est un personnage, d'ailleurs je ne l'ai pas assez évoqué, les films le représentent, Couthon. On le voit dans le film qui avait été réalisé, qui est sorti en 1989 pour le bicentenaire, Année-Lumière, Année Terrible. C'est ce fameux personnage qui est sur un fauteuil roulant. Voilà. Il fait un petit peu flipper le bonhomme. Donc voilà, donc on a ce Couthon, on a Saint-Just, l'archange de la terreur. Donc ça forme un trio qui est très proche de Robespierre. Mais à côté d'eux, on a Jean-Marie Collot d'Herbois, qui est un dramaturge, un directeur de théâtre, qui est député montagnard, avec son set copain avec Robespierre, mais qui ne va pas hésiter, comme ancien représentant à Lyon, qui a peur des représailles, qui va s'attaquer à Robespierre, comme le fera Jacques Billaud-Varenne. Même si on sont des potes initialement de Robespierre, sont des gens où on se rend compte que les copains de la veille, Danton et Robespierre, ils étaient super potes. Robespierre et Camille Desmoulins, super potes. Ça n'a pas empêché la raison d'État. Tribunal révolutionnaire, guillotine. Donc tout le monde flippe. Tout le monde flippe. En fait, pour un rien, on peut céder soit à la pression populaire, soit à la raison d'État. Donc ces gens-là se mettent à flipper, alors que en réalité, ce sont à la base des copains, des gens qui sont jacobins, qui sont montagnards. Et à vrai dire, la chute de Robespierre, elle est bien davantage due aux montagnards que à des gens qui pourraient être considérés comme des gens de droite. À cette époque-là, ceux qui ont le pouvoir, c'est les jacobins, c'est les montagnards. Sauf que ce sont des appellations qui sont extrêmement divisées. Et quand ce comité de salut public, où la figure prééminente, c'est Robespierre, se sera débarrassé des factions, que ce soit les hébertistes ou les indulgents, ça va pas se faire sans rancœur, sans animosité, et au bout d'un moment, tout ça va finir par avoir un sentiment de revanche. Quand Robespierre va chuter, il y aura des députés qui lui diront que c'est le sang de Danton qui l'étouffe. Voilà, donc tout ça rejaillit, parce que même si on agit dans la réaction, dans la prévention, bref, toujours un petit peu en panique par rapport à ce qui se passe en Vendée ou dans d'autres situations à l'intérieur ou à l'extérieur, on réagit dans la précipitation, on essaie de canaliser la foule, et tôt ou tard, en fait, on finit par payer les pots cassés. Il y a une formule qui est assez plaisante, qui est celle de dire que la révolution a dévoré ses enfants, quand même à relativiser. Il y a quantité de bonhommes de la Révolution qui vont très très bien s'en sortir. Fouché, Talleyrand, ils vont parfaitement survivre à Thermidor, ils vont avoir des responsabilités importantes sous le Directoire, mais aussi sous le Consulat, sous l'Empire, et même sous la Restauration, quand Louis XVIII va revenir en 1814-1815. Donc, en réalité, ceux qui se sont avant tout bouffés entre eux, ce sont les gens de gauche. C'est les gens qui pourraient être considérés comme à gauche, les Girondins qui vont se faire bouffer par les montagnards, et les montagnards qui vont se bouffer entre eux, entre factions. Donc la Révolution, c'est aussi un exemple de qu'est-ce qui se passe quand la gauche est divisée. Voilà, donc d'emblée à relativiser. Et on va aboutir, spoiler, la fin de cette période révolutionnaire va aboutir à l'émergence d'une république
définitivement bourgeoise, que ce soit sous le Directoire ou a fortiori avec l'avènement de la Constitution de l'an 8, c'est-à-dire le consulat napoléonien. Donc il faut l'avoir en tête, même si quand on parle de gauche, etc., à l'exception de personnages, une nouvelle fois on le réévoquera, comme Gracchus Babeuf, aucun dans le tas ne sont des islamo-gauchistes terroristes qui veulent mettre fin à la propriété privée. Hein. C'est inimaginable. Il n'y en a d'ailleurs aucun qui est par exemple pro-athée. Tous sont d'accord pour une forme de religion. On verra laquelle. Est-ce que ça doit être les différentes églises ou l'émergence d'une nouvelle église, celle de l'être suprême. Donc, on est dans des conceptions où, une nouvelle fois, on essaye d'endiguer ce qui se passe à l'extérieur, la foule, même si elle n'est pas une foule crasseuse, comme pourront le dire d'autres, ceux qui vont gagner, hein, c'est-à-dire la bourgeoisie et les tenants de l'ordre. Hein, mais voilà, le but est quand même d'endiguer cette foule qui peut forcer les organes délibérants, la représentation nationale, à changer du tout. Donc ça, voilà, il faut en être conscient. Et c'est pour ça que dans une telle situation, même si on va dire, Robespierre comme figure une nouvelle fois prédominante au sein de ce comité de salut public, ça va durer à peu près 1 an. Hein, cet avènement de Robespierre élu à la démission de Danton, etc., c'est juillet 1793, et Thermidor, c'est aussi juillet 1794, donc c'est à peu près 1 an. C'est un peu plus d'1 an. Bon, c'est une période qui est à ce point confuse qu'on va assister à des crimes de guerre, à des négligences politiques énormes, criminelles, mais pas à un État totalitaire, pas à un génocide en Vendée. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave, hein. C'est juste que c'est pas le même mécanisme. Voilà. Donc voilà, on s'était donc quitté hier sur la composition de ce comité de salut public, où on a donc, je le répète, on a 12 membres, hein, et parmi les plus célèbres, on a Robespierre, Couthon et Saint-Just, d'une part, mais on a aussi Barrère, qui vient de Tarbes, hein, qui siégeait comme avocat au Parlement de Toulouse, qui survivra, hein, Barrère, qui était le rapporteur du comité de salut public pour obtenir la validation de leur décision auprès de la Convention nationale. On a aussi Lazare Carnot, qui aura aussi des fonctions plus tard. Lui, il va plutôt bien s'en tirer. Carnot, mais un spécialiste des questions militaires. Et d'autres comme Collot d'Herbois, Billaud Varenne. Bref, il y en a plein. Il y en a 12, mais une nouvelle fois, des figures qui sont divisées et en concurrence entre les comités. Notamment un comité qui va avoir à cœur de saboter le boulot du comité de salut public, c'est le comité de sûreté générale. Alors, le comité de salut public, c'est un petit peu celui qui chapeaute, c'est le plus grand des comités, comme son nom l'indique, qui a vocation à gouverner au sein de la Révolution, à lutter contre les ennemis de l'extérieur, à prendre les plus grandes dispositions. C'est le plus grand des comités, mais le comité de sûreté générale, présidé par Vadier. Vadier, c'était qui son prénom? J'aime bien être complet. Marc-Guillaume Vadier, qui est aussi un député montagnard, mais qui a à charge, du coup, de diriger tout ce qui est police, répression et réponse, notamment des accusateurs publics, au sein des juridictions révolutionnaires, va être en concurrence permanente. Et Vadier sera un acteur essentiel, même si plus tard il le regrettera vertement, sera un acteur essentiel, même majeur, de la chute de Robespierre. Donc, d'emblée, voilà, on a des comités qui se foutent sur la gueule, avec par exemple l'autre comité assez célèbre, c'est le comité de législation, où la grande figure, c'est Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Lui, voilà, ce comité de législation, il se distingue parce que c'est un comité qui bosse. Il faut se figurer qu'à cette époque-là, super, on balance des lois, des décrets, go, avec la Déclaration des droits de l'homme, une constitution de 93 qui est suspendue, mais il y a quand même des principes qui sont dans l'air, avec des droits locaux, et ce qui fait qu'à chaque fois au comité de législation, on a des juges ou des acteurs d'administration locale qui écrivent sans cesse au comité de législation « mais là je fais quoi ? Mais là je fais quoi ? Mais là je fais quoi ? Mais là je fais quoi ?»
Euh, J'avais bouquiné une biographie de Cambacérès à cette époque-là, mais déjà les mecs ils sont sous-dotés, ils bouffent des quignons de pain et ils essaient de faire comme ils peuvent. Donc on a une situation qui est précaire, mais vraiment précairissime. C'est pas, on n'a rien d'équivalent avec le Kremlin sous Staline, ou la chancellerie avec Hitler. Donc vraiment toute comparaison est parfaitement exagérée, enfin ça n'a aucun sens. Pour autant, ça n'en demeure pas moins qu'il a existé, si ce n'est une terreur comme système politique, des actes terribles qui permet du coup de parler à minima de terreur avec un T majuscule. Parce que eh ben, pour essayer d'endiguer la foule, en fait, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on a des orateurs, comme Danton, comme Robespierre, comme Barrère, qui essayent du coup, en fait, par un discours bien placé, de calmer momentanément. Je veux dire, on joue sa vie au jour le jour à cette époque-là. Quand il y a un attroupement pour une rumeur, pour je ne sais quoi, etc. autour de la convention, il faut calmer ce beau monde-là, et parfois par le propos, ça suffit. Et un propos va se répandre par une presse aussi qui est en parfaite émergence, donc ça peut suffire. Mais aussi, un autre moyen pour convaincre la foule, c'est la dissuasion. Et la dissuasion, c'est par la guillotine. Soit comme moyen de satisfaction, vous voulez qu'on vous débarrasse de Marie-Antoinette? Ça y passe. Vous voulez qu'on vous débarrasse de Barnave, qui s'est coquiner avec le roi? Il y passe. Vous voulez qu'on s'occupe des Girondins? Allez hop, c'est parti. Brissot et tout, ça passe. On y va. Donc là, ça peut donner satisfaction. Ou alors, ça peut aussi, pour tous ceux, les petits bonhommes qui ont juste une pensée contre-révolutionnaire, guillotine. Ça dissuade d'agir. Bon, mais ce sont des moyens. En fait, au final, réunir un tribunal révolutionnaire, quelques juges, des dizaines de jurés, un accusateur public, tirer la corde à la guillotine, ça coûte pas cher. Hein. C'est pas des mesures, ça. Hein. C'est pas ça. Le pognon, c'est gratos de faire ça. Mais ce sont des moyens pour répondre à une crise et pour aussi œuvrer sur le plan politique, une nouvelle fois, en concurrence, toutes les commissions entre elles. J'ai mis de côté, là, juste avant qu'on fasse le live, l'ensemble des commissions exécutives. Il y en a 12. Administration civile, police, tribunaux, instruction publique, agriculture, arts, manufacture, commerce et approvisionnement, travaux publics, secours publics, transport militaire, poste et messagerie, finances, organisation et mouvement des armées de terre, marine et colonies, armes, poudre, exploitation des mines, relations extérieures. C'est immense. Et tout ça, on est dans une lutte où on se dit toi, t'es de telle tendance, donc tu peux être un adversaire, hop là, on peut te buter, ou alors t'as commis une erreur, et ben, on va te donner en victime expiatoire à la foule. Donc, il faut vraiment se rendre compte que les actions terribles sont, en fait, on est sur une nuée ardente, en fait. C'est, on fait comme on peut. C'est vraiment une situation exceptionnelle où, comme je l'indiquais, on a 60 départements sur 80 et quelques qui sont en insurrection, ouverte contre le pouvoir, avec notamment un centre majeur dans l'ouest vendéen, et une situation extérieure qui est aussi, ok, on a eu la victoire oratoire de Valmy, mais on a pris la grosse dérouillée à Nervinden. Pas cool. Bref, il faut avoir vraiment en tête ces éléments pour comprendre ce qu'a été cette période de juillet 93 à juillet 94. Et se rappeler une nouvelle fois que l'histoire est écrite par les vainqueurs et que nombre de ces vainqueurs ont voulu en fait se laver leurs torts et leurs fautes dans le sang de Robespierre, de Saint-Just et de Couthon. C'était facile. C'était facile de faire ça. Ils sont plus là. Donc, voilà, le mal est parti avec eux. Mais c'est une stratégie politique. Poursuivre, y compris en réaction à la foule. La foule, au bout d'un moment, va en avoir marre des actions répressives. Et ben alors, on donne en pâture à la foule Robespierre. Adorer la veille, détester le lendemain. Voilà.
C'est comme ça que ça se passe. Donc il faut en avoir en tête, il faut avoir tout ça en tête avant d'aborder cette période extraordinairement complexe. Donc voilà, donc je vous ai parlé comité de salut public qui est composé, qui a à la tête du comité de sûreté générale, et à côté de ça, du coup, il faut quand même aborder en parallèle tout ce qui se passe des représentants en mission. On a Tallien à Bordeaux, Barras à Toulon. Barras, on va le retrouver plus tard sous le directoire ou même sous Thermidor. On va le réévoquer celui-là. On a Carrier à Nantes. Je crois qu'on en parlait hier. On parlait du fait que, hop là, il avait vidé les prisons en balançant tout le monde dans la Loire. Voilà, la grande baignoire nationale. Le mec nickel. Bon, ennemi de Robespierre. Robespierre va tout faire pour défoncer la tronche à Carrier. Donc quand on parle de génocide prévu en haut, en fait, c'est simplement des mecs qui sont coincés à Paris, parce que c'est là où ça se passe. Et la Convention nationale, ils sont là, donc ils ne peuvent pas tellement sortir. Même si, par exemple, Saint-Just sera un représentant en mission auprès des armées, il sera même d'ailleurs, il commettra 2-3 bavures, il pensera avoir des compétences militaires alors qu'il n'en a absolument aucune. Je crois que c'était le futur maréchal Soult qui disait qu'il avait une prodigieuse incompétence sur ces questions-là, mais par contre très très bon pour ce qui est du ravitaillement, le Saint-Just. Qui on avait donné, on avait Collot d'Herbois et Fouché à Lyon, voilà, on les avait un petit peu évoqués. Et pendant que ces mecs font ça, en fait, on les envoie faire un sale boulot. Ils sont sur place. Avec ce qu'ils ont comme moyen, ramener l'ordre. Il faut ramener l'ordre, par tout moyen. Et souvent, le comité de salut public, ce qui se passera aussi en Vendée, donnera des instructions ultra vastes pour se dire, démerde-toi. Par contre, s'il y a un problème, on saura vers qui se retourner. Facile. Tu te plantes, tu fais pas ce qu'on te dit, on te bute. Tu vas trop loin, on te bute. Bon, ça va avoir des limites, cette théorie-là, puisque par exemple, le général Turreau, qui sera responsable des colonnes infernales, celles qui vont massacrer en Vendée, lui, il passera devant une commission militaire, il sera blanchi. Turreau, il va être tranquille. Turreau va même avoir une carrière sous l'Empire, il sera nommé ambassadeur aux États-Unis. Bon, donc vous voyez, donc il y a toujours ce côté, les mecs savent qu'ils sont dans une situation précaire, donc ils en profitent. Ils s'enrichissent, ils se mettent bien, parce qu'ils se disent, s'il faut, demain, moi, je crève. Alors, autant que j'en profite. Et, par contre, si je peux trouver une astuce pour survivre et continuer, en fait, à jouer et à gagner, faut que je trahisse. Je le ferai. Donc, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, Tallien, tout ça, qui sont mouillés dans les fautes qu'ils reprocheront à Robespierre, ça va être les premiers à l'abandonner. C'est plus simple. Donc, il y a presque un côté, pour ceux qui jouent à Warhammer, on est vraiment dans une société de scavens. Il y a des hommes rats de partout, et le seul qui est à peu près incorruptible, c'est Robespierre. Et une nouvelle fois, on terminera ce propos préliminaire, Jean-Clément Martin parle de Robespierre comme un député ordinaire. Voilà, pas plus que les autres. Bon, le bonhomme avait quand même une aura, une prééminence particulière, mais au final, c'était un parmi les 12. C'est 12 parmi d'autres comités. Comités qui chapeautaient 12 commissions. Commissions qui elles-mêmes composaient une grande convention nationale. Convention nationale qui va durer combien de temps ? Jusqu'à la prochaine colère populaire ? Bon. Donc, tout ça en tête, faisons un petit point quand même sur la Vendée. Donc, la Vendée, ça pète bien, 92-93, mais un des coups d'arrêt, ça va être quand l'armée des Chouans, l'armée vendéenne, va essayer d'assiéger Nantes, et la ville de Nantes va tenir. Suite à ce premier échec, ils vont tenter une trouée, ces armées donc mi-émigrées, mi-locales, etc., de contourner par la Normandie, ce qui va être un échec. Et là, à la réclamation des sans-culottes qui voulaient une armée révolutionnaire, le comité de salut public va envoyer ceux qui vont composer les colonnes infernales du Turreau, c'est des sans-culottes qui voulaient se mettre gentiment sur la tronche. Ça a avantagé énormément la convention et le comité de salut public. On a un problème avec les Chouans, on a un problème avec les sans-culottes, foutez-vous sur la gueule, ça va redescendre la pression d'un coup.
Bon, mais c'est ce qui s'est passé, et quand on a des extrémistes de part et d'autre, et ben ça cause des massacres de part et d'autre. Mais rappelons quand même que ce qui s'est passé en Vendée est pas tellement exclusif. Voilà, c'est pas tellement inédit. En 1770, le pouvoir royal massacre en Corse. En 1798, la Grande-Bretagne va massacrer à tour de bras en Irlande. Au début du 19e siècle, quand Naples se sera révolté et va fonder la République parthénopéenne, va y avoir une répression. On parle de centaines de milliers de victimes quand le pouvoir napolitain royaliste va reprendre le pouvoir. Donc, on est dans une époque où on se bute, on se trucide. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont les mœurs. Ce sont les mœurs locales. Bon, ben voilà, les mœurs de l'époque, qui sont évidemment pas les nôtres. Et précisément, l'un des buts de la série que je vais aborder sur le tribunal révolutionnaire, etc., c'est que précisément, même si imparfait que soient ces juridictions révolutionnaires, tribunal criminel ou tribunal criminel extraordinaire, c'est-à-dire le tribunal révolutionnaire, on tente d'instaurer l'idée d'un débat, d'un défenseur. Alors tout ça va être un petit peu remis en cause. À la fin de cette période de 94, la loi de Prairial de juin 94 va supprimer la question de défenseur. Mais parce que ça s'accélère en fait, ça s'accélère. Mais mine de rien, quand Danton crée en 92 le tribunal révolutionnaire à la suite des massacres de septembre 92, c'est une nouvelle fois dans un but de canaliser la foule et d'essayer de lui donner des réflexes qui ne sont pas les siens. C'est une foule qui massacre, c'est pas une foule qui débat. L'instauration d'un jury populaire, on a même failli instaurer un jury en matière civile. Bon, ça va se cantonner uniquement à la matière pénale. Mais tout ça, c'est des fonctionnements que les gens n'ont pas. Et ce qu'il faut appliquer à Paris, il faut l'appliquer en province. Dans un pays qui découvre tout juste le télégramme Chape, là, le télégraphe Chape, où on avait d'une tour à l'autre, on va pouvoir s'envoyer des messages uniquement au moment par signaux. Hein. C'est comme dans Kaamelott, hein, sauf que c'est pas des drapeaux, mais c'est des tours où on joue avec des manivelles, avec des bras, et selon la configuration de la tour, ça va créer un alphabet particulier. C'est une révolution pour l'époque. On a dit aussi que justement durant la Révolution on avait massacré des savants, c'est pas vrai. Alors évidemment il y a le cas de Lavoisier qui a fini guillotiné, mais enfin Lavoisier il avait été guillotiné parce qu'il était infirmier général et c'était quelqu'un qui percevait l'impôt et donc il y avait la colère populaire contre lui. Bon ben c'est l'expérience de chimie. Oui pardon mais la foule en fait elle connaît pas ça donc tu vas passer comme victime expiatoire. Mais des savants on les protège parce qu'on en a besoin et on croit énormément en l'innovation pour combattre sur le front extérieur. Valmy est une victoire d'artillerie, mais parce qu'on avait des savants, on avait des artilleurs pour produire et conduire tout ça. Donc bref, on est dans un pays, une nouvelle fois, où les communications sont extrêmement lentes. Je sais pas moi, ramener l'ordre à Marseille, c'est le bout du monde. Alors figurez-vous, quand on a voulu gérer les colonies à Saint-Domingue, mais il fallait 6 mois. Mais là, le pouvoir, il change de main tous les mois. Tous les mois, il y a un nouvel acteur qui émerge. Il y a une nouvelle tendance. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, on ne peut pas parler de la terreur si on ne comprend pas d'abord ces éléments au préalable. Bon. Donc, du coup, ce qui change et ce qui heurte particulièrement durant cette période-là, ce n'est pas tellement les massacres, c'est le fait que ce soit une république qui massacre. Ce n'est pas le fait du roi. D'ailleurs, parlant de massacre aussi, la guerre d'indépendance américaine, je ne sais pas si certains ont vu le film de Mel Gibson, The Patriot, mais dedans, là, le Tavington, le personnage qui est incarné par... j'ai un doute. Jason Isaacs, ouais, celui qui joue Lucius Malfoy dans Harry Potter. Oui, des mecs qui ont balancé des gars dans des granges, on y a foutu le feu. Ouais, c'est une méthode répressive. Ce sont des crimes de guerre. Mais c'est courant à l'époque. Enfin, c'est une pratique. La guerre est sale. Louis XIV, il a dévasté tout l'ouest du Saint-Empire romain germanique. À cette époque-là, c'est la guerre. Ennemi intérieur, ennemi extérieur, on se fout sur la gueule et jusqu'au sang. Donc, faut avoir ça en tête.
faut avoir ça en tête. Donc voilà, donc ce qui se passe en Vendée, donc vraiment les périodes majeures, c'est le siège de Nantes qui échoue, la trouée vers la Normandie qui échoue, et du coup on dit il faut maintenant se débarrasser de la Vendée. Et justement, j'avais mis de côté le décret du 1er août 1793, voilà, où justement on envoie les colonnes infernales. Il y a 3 articles. Il sera envoyé en Vendée des matières combustibles de toutes sortes pour incendier les bois, les taillis et les genêts. Donc tout ce qui fait le relief vendéen et qui fait que c'est extrêmement difficile d'y circuler, donc le napalm de l'époque. Les forêts seront abattues, les repères des rebelles seront détruits, les récoltes seront coupées par les compagnies d'ouvriers pour être portées sur les derrières de l'armée et les bestiaux seront saisis. Les femmes, les enfants et les vieillards seront conduits dans l'intérieur. Il sera pourvu à leur subsistance et à leur sécurité avec tous les égards dus à leur humanité. Bon, c'est extrême. On parle de détruire les récoltes, donc évidemment qu'il va y avoir des famines, évidemment qu'il va y avoir des déboires. Mais on a une volonté politique où on essaie de faire le tri entre ce qu'on appelle les brigands de la Vendée. D'ailleurs, le mot brigand n'est pas totalement usurpé. Le banditisme sous cette période-là est colossal. On ne circule pas dans le pays sans garde armée. C'est vraiment, il y a des paysans qui se font détrousser parce que c'est le corollaire d'une misère économique. C'est la dèche totale. Bon, donc on parle de banditisme, on parle de brigandage, mais vous voyez, on fait quand même le tri. Politiquement, on fait le tri. Donc, parler de génocide est inexact. Ça sert un propos, probablement, que je pourrais qualifier une forme de révision favorable aux immigrés, aux tendances royalistes des Vendéens. Ça sert un propos politique, de les martyriser de la sorte. Il serait plus exact de parler de crimes de guerre. Bon, une fois qu'on a dit ça, donc, Turreau, les colonnes infernales, c'est évoqué, bon, tout ça... Ça continue, ça continuera. Et des guerres vendéennes, il y en aura jusque sous le consulat napoléonien. Donc c'est pas fini, ce sera toujours une affaire qui va durer longtemps. Même d'ailleurs en 1830, il y aura des soubresauts légitimistes en Vendée contre le nouveau régime de la monarchie de Juillet. Donc, parallèlement, on essaye de mettre en place une économie de guerre. La France, à cette époque-là, a très peu d'usines. Et comme je vous dis, on crève la dalle. Donc, on essaye d'y répondre en faisant ce qu'on appelle la loi du maximum. Alors, loi du maximum, c'est pour les produits, pour les denrées de première nécessité, ok, mais aussi pour les salaires. Or, le problème, c'est que comme par endroit, ça va vite poser un problème. Parce que mettre un maximum sur les salaires, alors qu'on a quantité d'hommes, d'individus qui sont partis au front, en fait, les salaires étaient montés à certains endroits, notamment à Paris. Donc ça va être une loi qui ne sera pas toujours très bien perçue. Même si on met un maximum sur les denrées, bon déjà faire une loi c'est très sympa, mais faut-il qu'elle soit appliquée vous inquiétez pas, alors là le maximum sur les salaires, ça il ne va pas y avoir de problème. Ça va être appliqué, mais ça ne va faire qu'alimenter une insurrection. Pareil, on est dans cette logique, on essaie de répondre coup après coup, par à coup finalement, mais sans toucher aux principes fondamentaux de la Révolution, parmi lesquels le droit de propriété qui est considéré comme inviolable et sacré. Donc c'est toujours des genres de compromis bizarres qui ne remettent pas à plat un système. On essaie de trouver des solutions ponctuelles. Néanmoins, quand même dans cette période-là de la terreur, un acte qui pour le coup est quand même pas très terroriste, c'est l'abolition de l'esclavage. En février 1994, on abolit l'esclavage. La monarchie, l'Ancien Régime, y était fermement opposée. Les Girondins étaient très divisés sur la question, parce qu'un certain nombre d'entre eux défendaient les intérêts des marchands de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, etc., qui bénéficiaient de ce marché-là. Par exemple, Brissot, qui est quand même le chef de file, était opposé à l'esclavage. Robespierre aussi était opposé à l'esclavage. Mais tout ça, ça va être fluctuant selon la conduite de la guerre. De toute façon, comme on le disait la dernière fois, le représentant en mission qui va être envoyé de là-bas, depuis Dijon, Santonax, lui va prendre les devants, il va dire « Excusez-moi, à Saint-Domingue, c'est tellement le bordel, je suis obligé de procéder à l'abolition de l'esclavage, et finalement, on va entériner. » Petite précision, parce que c'est aussi un reproche qu'on fera à Napoléon d'avoir
réinstaurer l'esclavage. La portée de cette décision de février 1994 est limitée. Ça va surtout toucher la Guyane et la Guadeloupe, mais par exemple pas la Martinique, qui est sous domination britannique, et pas la Réunion, parce qu'elle est trop loin. On n'a envoyé personne pour faire toute la côte occidentale africaine, hop là, passer le cap, et rejoindre la Réunion en disant les gars, en fait vous êtes affranchis. C'est extrêmement compliqué. On essaie de prendre des mesures pour répondre une nouvelle fois à des situations qui sont de détresse. Surtout, ce qui va caractériser cette période-là, cette année de janvier, pas du tout, de juillet 93 à juillet 94, c'est la lutte contre les factions. D'abord contre les hébertistes, qui suivent, comme leur nom l'indique, Hébert. Hébert qui ne siège pas à la Convention nationale, mais qui siège à la Commune insurrectionnelle de Paris, et qui est accusateur public, qui va jouer d'ailleurs un rôle assez néfaste contre Marie-Antoinette à l'occasion de son procès, qui va tenir des propos littéralement en accusation d'inceste. Voilà, rien de moins, si vous dire la personne. Donc cette première faction des hébertistes, qui est quand même assez extrême dans la gauche et qui va aller plus loin. Un petit peu héritier de Marat, hein, quelque part. Et d'autres, comme Danton et Desmoulins, qui sont les indulgents, qui vont militer pour qu'on ait une forme de répression politique plus souple. Alors, les hébertistes zigouillés, les indulgents zigouillés. Hein. Tout ça, et avec des pratiques assez sales, c'est-à-dire notamment celle de l'amalgame à l'amalgame. C'est-à-dire, on vous fait comparaître devant le tribunal révolutionnaire, mais avec des types qui n'ont rien à voir avec vous, et qui sont par exemple des parfaites crapules de droit commun, des criminels, on vous balance avec ça. Alors que, voilà, c'est un stratagème pour mêler l'ensemble, et on n'a pas le temps, et on traite les choses à la va-vite. Vous êtes accusé, donc déjà, il n'y a pas de fumée sans feu, mais regardez celui qui est à côté de vous, c'est un parfait salopard. Bon, c'est que vous-même, vous êtes probablement un salopard aussi, vous êtes associé avec cette personne-là. Donc, les hébertistes liquidés, les indulgents liquidés, avec des figures, voilà, comme Danton et Desmoulins. C'est pas pour rien qu'on a mis une statue à Danton, hein, à la place de l'Odéon à Paris, voilà, qui est victime cette terreur qu'il a quelque part commencé à installer avec le tribunal révolutionnaire, un petit peu un martyr de la Révolution. Voilà, quelque part, c'est comme ça qu'on essaye, que la Troisième République va récupérer la figure de Danton, parce que Robespierre, il y a trop une image de connotation négative contre lui. Hébert, gros taré avec les enragés, on n'en veut pas. Et Danton, bon ben voilà, un avocat, on est dans une république d'avocats, la Troisième République, ça passe bien. Bon. Mais Danton a aussi du sang sur les mains. Voilà. Il faut quand même en être conscient. À côté de ça, autre mouvement qui va caractériser cette année-là, c'est un mouvement de déchristianisation et en parallèle une montée du culte de l'être suprême. L'être suprême, c'est pas un truc qui a été pondu par Robespierre. Il faut se rappeler que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toujours dans notre bloc de constitutionnalité, hein, ce truc-là, le préambule proclame que ce truc-là est pris justement sous les auspices de l'être suprême. Mais c'est quoi l'être suprême? C'est un genre de compromis entre toutes les religions, juifs, protestants, chrétiens, catholiques. Allez, hop là, on met tout ça dans un grand bain et essaie d'être raisonné. D'ailleurs, ça va donner lieu à pas mal de prêches de l'évêque de Paris, Monseigneur Gobel, qui va lutter contre le célibat des prêtres, qui va essayer d'adopter des positions très réformistes sur l'Église, au point qu'il se pointe un moment devant la Convention avec le bonnet phrygien, sa crosse d'évêque, sa bague, etc., tous les attributs de l'évêque, et en gros, il va les jeter au sol en disant qu'il va renoncer à ses fonctions ecclésiastiques. Voilà, parce que pour lui, c'est pas compatible. Donc, on a tout un mouvement comme ça, des mouvements, comme je vous dis, on avait dissous déjà le clergé régulier, les monastères. Il y a des églises qui vont être attaquées, hein, aussi à cette époque-là. Et on va développer de plus en plus le culte de la raison. Pour essayer, c'est un culte qu'on retrouvera aussi avec la théophilanthropie sous le Directoire. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir politique est contre l'athéisme. Et compte parce que la religion, peu importe laquelle, tient compte d'une morale. Et notamment, Robespierre est très attaché à la notion de vertu. Vertu, voilà. Il proclamera justement dans une grande cérémonie d'un pathos
énorme en juin 1794, il aura cette formule magnifique que le temple de l'être suprême est l'univers et son culte est la vertu. Bon, c'est des trucs extrêmement grandiloquents. D'ailleurs, à cette période-là, Robespierre commence déjà à être un petit peu critiqué parce qu'il y a eu tout un travail de sape par ses adversaires. Collot d'Herbois et Billaud Varenne, qui étaient proches de tendance hébertiste, réclament de plus en plus une forme de revanche, va essayer de saper son travail au sein du comité de salut public. Carnot s'oppose à Robespierre sur la conduite de la guerre. Robespierre était quelqu'un qui était franchement pas belliciste, c'est tout le contraire, avec une crainte de l'arrivée du césarisme. Et il va avoir tout à fait raison, parce que qui c'est qui va prendre le pouvoir à la fin? C'est un général. Il s'oppose à Carnot, Lazare Carnot, sur la conduite de la guerre. Lazare Carnot, dès qu'on gagne, il dit qu'il faut pousser l'avantage, on continue. Il s'oppose à des représentants en mission, Fouché, Carrier, etc. Vadier du comité de sûreté générale apprécie pas du tout que le comité de salut public crée par exemple un bureau de police, essaie de s'introduire dans les affaires du tribunal révolutionnaire, va monter, par exemple, Vadier va être une vraie saloperie. Il y a par exemple l'affaire des chemises rouges, où, pareil, alors là, amalgame total, on va juger 54 personnes pour des crimes parfaitement différents, et il y en a un, Henri Admirat, qui voulait initialement assassiner Robespierre. Bon, il va, finalement, il n'arrive pas à le trouver, donc il se dit, allez, je vais me taper contre Collot d'Herbois. C'est un échec, il ne va pas y parvenir, mais Vadier, dans son action, dans sa répression, va tout faire pour croire que Robespierre ne supporte pas qu'on s'en prenne à sa personne. D'ailleurs, même Vadier va avoir cette formule assez dégueulasse, il va qualifier Robespierre de Catilina. Catilina, c'était l'adversaire dans le Sénat romain qu'avait combattu Cicéron. Donc ça renvoie, on est dans une période où on kiffe les antiques. Donc évoquer Catilina et ses différentes conjurations contre la République romaine, ça a un sens. Donc il y a tout un travail de sape. Et à côté de ça, on essaie de répondre, notamment Couton, qui est assez maladroit, c'est-à-dire, après la loi des suspects, une loi qui avait été pondue par Merlin de Douai et Cambacérès, donc des figures de la plaine relativement modérées, qui finiront bien sous l'Empire. Alors, la loi des suspects, c'est en gros, on va étendre le spectre des motifs d'arrestation. Le but, là aussi, c'est de répondre à une colère populaire en disant « Vous en faites pas, ne les massacrez pas, nous allons arrêter tous ceux qui vont être considérés comme suspects. » Donc c'est un régime de présomption, mais c'est pas parce qu'on vous arrête que vous allez forcément finir guillotiné. La loi de Prairial, elle change un petit peu la donne. Donc la loi de Prairial, exactement, qui date du 10 juin 1794, c'est une loi qui va supprimer l'assistance d'un défenseur durant le tribunal révolutionnaire. C'est une loi qui va, en gros, cataloguer, en gros, le tribunal révolutionnaire n'a que deux choix. Ou c'est l'acquittement, ou c'est la peine de mort. J'avais entendu les travaux d'Antoine Boulan, on l'évoquait la dernière fois justement sur le travail, il a écrit un ouvrage que je suis en train de bouquiner sur le tribunal révolutionnaire, punir les ennemis du peuple. Il y avait quand même eu, malgré ce choix absolu entre acquittement et peine de mort, il y avait eu un cas de déportation. Ce qui montre bien que même l'influence du comité de salut public et du premier des sbires, finalement, de Robespierre dans l'imagerie politique, historiographique bien orientée, même cette loi-là, on va essayer sur un cas de ne pas l'appliquer. On procédera à une déportation. Donc, ça montre bien que on n'a pas non plus une technique absolue. Et cette loi, elle va être sacrément décriée parce que, elle va être rédigée dans une minorité du comité de salut public. Il y a pas mal de gars comme Collot d'Herbois, Billaud Varenne qui ne vont pas être associés à la rédaction de cette loi de Prairial. C'est une loi qui va avoir pour effet de provoquer la Corse et qui va déclarer son indépendance, qui va se placer même sous contrôle britannique, c'est dire. Et ça va être une loi qui va être extrêmement critiquée parce qu'on a un général de la Révolution qui va remporter une formidable victoire à Fleurus, en Belgique. C'est une victoire où il va parvenir non seulement à prendre Charleroi, mais littéralement la ville de Bruxelles. Et tous les Autrichiens sont chassés du territoire belge, ce qui est considérable. Jourdan finira par être maréchal d'Empire. D'ailleurs, Napoléon aura ce mot, justement, qu'il avait plus de titres que lui, même si Jourdan
compétences militaires très limitées, faiblement académiques, juste une maîtrise sur le terrain, notamment des réserves, mais il va avoir le titre de sauveur de la patrie. Il n'y en a que deux qui vont être décernés de ce titre-là. C'est Jourdan, du coup, pour sa victoire à Fleurus, et Masséna, en 1799, bien plus tard, pour sa victoire à Zurich, dans le cadre de la guerre de la deuxième coalition, qui va proprement anéantir l'armée russe. Et Masséna qui finira aussi maréchal de l'Empire avec une très grande autorité en Italie, et les deux, Jourdan et Masséna, finiront assez mal en Espagne. Mais Masséna, contrairement à Jourdan, était probablement un des meilleurs maréchaux de Napoléon. Un des gars qui était capable d'être autonome sur le terrain, comme le maréchal Davout par exemple, ou d'autres. C'était assez rare que les maréchaux arrivent malgré tout à être autonomes. Il y en avait beaucoup qui avaient été nommés. Par exemple, voilà, Jourdan il est nommé comme une caution jacobine en fait. Quand Napoléon procède en 1804 à cette pelletée à 14 nominations de maréchaux, plus 2 honoraires, donc qui n'auront pas d'exercice, comme Kellermann qui faisait aussi par le vainqueur à Valmy. Il y a vraiment un calcul politique. Soit il y en a qui sont parfaitement compétents, soit il y en a, on les nomme parce qu'ils représentent des tendances politiques bien senties. Bon, bref. Tout ça pour dire que cette loi de Prairial tombe assez mal, parce que peu de temps après, on a la victoire oratoire de Fleurus, et donc, pourquoi est-ce qu'on développe on l'a appelé la loi de grande terreur. Il y a même un député Worms, Pierre-René Worms, qui avait menacé de se faire brûler à cervelle avec un pistolet lors des débats de la Convention nationale sur cette loi de Prairial. Pourquoi est-ce qu'on adopte une loi de grande terreur comme ça, alors que en fait, la situation commence à aller mieux? La Vendée, ça va mieux, et d'un point de vue extérieur, avec Fleurus, ça va mieux. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à avoir un régime d'exception? C'est pas très logique. Au demeurant, la loi de Prairial, elle passera crème. Il n'y aura pas d'amendement, il n'y aura pas de modification. C'est la Convention nationale votera tel quel le projet établi par Georges Couthon. Donc, pas trop de problème, quoi. Voilà, donc ça c'est le contexte. C'est ce qui se passe du coup durant toute cette année, toute cette période de juillet 93 à juillet 94. Et puis on va en arriver au 9 Thermidor, le 27 juillet 1794. Donc il faut avoir en tête tout le contexte que je viens de vous donner. Et Robespierre apparaît comme étant l'oriflamme de tout ça, de tout ce qui va bien pour certains, comme de tout ce qui va mal. La situation économique, elle va quand même pas très très bien. La victoire de Fleurus, on peut se dire c'est un petit peu grâce à lui ou pas, puisque on sait que Lazare Carnot est beaucoup plus belliciste que lui. Or Robespierre, on sait qu'il voulait pas tellement la guerre. Donc ça rentre un petit peu en contradiction. Bref, c'est la figure qui dépasse. C'est le clou qui dépasse sur lequel on a envie de taper. Et il se trouve que Robespierre, en plus de ça, il commence à être malade, il prend ses distances, il a pas mal été chahuté avec la question de l'être suprême et la cérémonie en juin 94. Il est chahuté par plusieurs scandales qu'on monte contre lui. Par exemple, Vadier, après le coup du procès des chemises rouges, va utiliser la personne de Catherine Théot, qui est une pauvre dame qui est complètement démente, qui se prétend être la mère de Dieu et qui annonce la venue du Messie, et Vadier fait croire que ce Messie n'est autre que Robespierre. Bref, on enjolive, et même si ce beau monde-là finira par regretter, parce que Robespierre était quand même plutôt de leurs idées, tout ça, on arrive à fragiliser la position de Robespierre, qui va aussi d'ailleurs développer une forme de paranoïa, et qui a pas tellement de soutien, parce que comme c'est l'incorruptible, on se dit mais lui il est dangereux parce qu'il est pas comme nous. C'est ça qui est terrible, c'est que tous ceux qui vont fumer Robespierre, mais sont bien plus dangereux que lui, ont bien plus trempé que n'est Robespierre. Mais le problème c'est que Robespierre, c'est le clou qui dépasse. C'est celui qui est le plus connu,
pour la foule, et c'est celui avec qui on ne peut pas s'entendre. C'est un Danton, un Mirabeau, ou même tous les autres, ils ont trempé dans des crimes. Fouché, Carrier, des gars qui ont fait des actions de répression qui sont terribles. Donc on se dit, bon, on les tient. C'est un peu comme une ambiance soviétique. Tu me tiens par la barbichette parce que toi t'as fait ça, mais n'oublie pas que... enfin voilà, moi j'ai fait ça, mais toi t'as fait ça. Et Robespierre c'est chaud. Robespierre c'est tendax en fait. Il s'est pas enrichi. Il n'a pas tellement fait de conneries, mais il dérange. C'est une figure, la vertu, etc. Il est en trop. Et on lui en veut parce qu'une nouvelle fois, Hébert était populaire, Danton, Desmoulins était populaire. Voilà, il faut qu'il serve de paratonnerre. En fait, il faut que la page tourne. Cette situation, il faut qu'on puisse donner un signe à la foule où on dit « Eh ben ça va mieux parce qu'il n'y a plus Robespierre ». Et donc, comment ça va se préparer ? Robespierre ne va pas être incroyablement habile parce que le 8 Thermidor, donc le 26 juillet 1794, il va faire un discours énorme de 2 heures où il va appeler à l'éradication des ennemis sans les nommer. Il va juste en nommer un député qui s'appelle Cambon, qui va répliquer direct. Mais tout le monde va se sentir visé. Et c'est super maladroit en fait d'avoir fait ça, parce que Barère, Tallien, Collot d'Herbois, Billaud Varenne, il dit bon l'homme il parle de qui là en fait quand il dit qu'il faut éradiquer une... Voilà, il arrive à la tribune, Robespierre il dit je suis là pour dénoncer une vaste conspiration. Mais c'est qui les conspirateurs ? D'ailleurs on lui dit à la... On lui hurle à la tribune, on veut des noms, on veut des noms, on veut des noms. Et il y en a un qui va même demander à ce qu'on procède à l'arrestation de Robespierre. Bon, tout ça est très confus. Ça, c'est très confus, la séance du 8 Thermidor. Mine de rien, il va y avoir des tentatives. On se rend compte que ça chauffe. Hein. On se rend compte que ça chauffe. Il y a une foule qui est quand même pas contente. La convention est sérieusement divisée. Mais Saint-Just, par exemple, va tenter de procéder à du rabibochage entre les comités. Ça va rater. En fait, ils sentent là, les comités, tous ceux qui en veulent à Robespierre et qui se disent il y a un coup à jouer, c'est le moment, parce qu'après, il n'y aura plus. On perdrait une chance, et on ne sait pas si on n'est pas les prochains à être guillotinés. Donc, action préventive, il faut agir. Surtout que bon, Saint-Just il tente une réconciliation, mais ça n'empêche pas de charger dans ses discours Collot d'Herbois et Billaud Varenne. Donc c'est raté, c'est très maladroit. On empêche Robespierre de parler. En plus, c'est Collot d'Herbois qui préside. Il y a une motion du coup qui réapparaît pour arrêter Robespierre. Couthon et Saint-Just. Et boum, ça part comme ça en fait. C'était pas du tout prévu, c'était pas inscrit à l'ordre du jour. Allez, hop là, c'est fait. On les enferme. On les amène en prison. Et en fait, à ce moment-là, c'est pas encore fini pour Robespierre et ses comparses. Parce qu'on se dit, bon, amenez-moi en prison. Il y aura un procès. Je saurai me défendre. Et sauf que... alors on sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette prison. Soit la prison refuse de les accueillir, soit alors ils sont libérés par une foule, mais en tout état de cause... Couthon, Saint-Just et Robespierre sont du coup considérés comme hors la loi. Et ben ouais, il y avait un décret d'arrestation, vous n'êtes pas arrêté, vous êtes libre. Donc du coup, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller à la commune insurrectionnelle de Paris, à l'hôtel de ville, qui est franchement tenue par des gens qui apprécient Robespierre, par la section des Cordeliers, des Jacobins, des Montagnards, etc. Et on se dit, mais voilà, ouais, il y a moyen peut-être de faire un truc. Mais c'est conjuré presque malgré eux. Ils sont dans une situation où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va marcher contre la Convention nationale ? C'est faire un putsch. Et Robespierre, c'est pas du tout le genre. Hein. Vraiment, ce sont des mecs qui sont ultra idéologues. Et pour eux, qui veulent l'établissement, la mise en application de la Constitution de l'an 1, de juin 93...
Et ça leur plaît pas l'idée de faire un coup de force. Donc il y a une période d'hésitation. En plus, le temps est pas terrible, leur soutien se démobilise. Est-ce que c'est dû à l'orage, etc. Bon, bref. Les soutiens de Robespierre se lassent et on va nommer Barras. Barras qui est un député montagnard, hein, donc vraiment ça se règle entre montagnards, hein, cette histoire. On va le nommer pour aller calmer ce beau monde et procéder à une arrestation physique, à la mise hors la loi de ces trois-là et de leur soutien à l'hôtel de ville. De prendre le commandement de la garde nationale, sachant que Barras a une petite expérience militaire. Hein. C'est un député conventionnel, ok, mais c'est le fils d'un capitaine d'artillerie, ok. Il a combattu dans les Indes contre la couronne britannique, mais c'est un lieutenant, quoi. C'est pas quelqu'un qui a une prééminence militaire incroyable, et c'est plus ou moins malgré lui qu'on va lui dire, bon allez hop là, tu prends la tête, et tu vas t'occuper de tout ce beau monde. Bon, probablement que Barras n'aurait jamais eu les compétences pour prendre l'hôtel de ville s'il n'avait pas été déserté par les soutiens de Robespierre qui finalement se sentaient pas chauds pour prendre la Convention. Pour X ou Y raison, les soutiens de Robespierre se réduisent comme peau de chagrin. On prend d'assaut l'hôtel de ville, on tire une balle dans la mâchoire de Robespierre. Alors, il y a un soldat qui portait le nom bien choisi de Merda, qui indiquera que c'est lui qui a tiré dans la tronche de Robespierre. On ne sait pas, la thèse du suicide est tout à fait pertinente aussi, que Robespierre ait pu se manquer. Parce que ça ferait très antique de faire un truc pareil, un petit peu à la Marc-Antoine, avant que Octave ne prenne le palais. Ce serait bien le genre quand même de Robespierre d'avoir fait ça. Enfin, quoi qu'il en soit, il s'évanouit de douleur, il a la mâchoire complètement éclatée. Pour un orateur pareil, c'est une fin sinistrissime. Saint-Just, on le chope, on le met aux arrêts. Couthon, il tombe de sa chaise, de son fauteuil roulant, on le chope aussi. Ouais, voilà, franchement, une catastrophe, une débandade. C'est pas du tout une belle heure. C'est très très sale ce qui se passe à Thermidor. Très très sale. Et bon, voilà, même pas de jugement au final. Tout ce beau monde finira place de la Révolution, guillotiné. Et d'ailleurs, ça va être très sale, puisque juste avant de guillotiner Robespierre, on lui enlève le foulard qui maintenait la mâchoire, et là, il y a un hurlement terrible. Bon, c'est dégueulasse. Vraiment, Robespierre, c'est horrible, sa fin. C'est horriblissime. Voilà, on l'exécute dans une énorme fournée avec 70 autres personnes. C'est dégueulasse. Vraiment, c'est très très sale. Il n'y a pas eu d'égard pour lui. C'est fini. Bon. Par contre, attention. Pas parce que Thermidor a eu lieu qu'on bascule tout de suite dans le Directoire. Attention. Et donc cette phase de terreur qui est associée à Robespierre, en fait, elle continue. La loi de Prairial, elle continue. Hein. Le tribunal révolutionnaire, il continue aussi. Et au début, on pense que c'est une victoire plutôt des montagnards qui ont résisté à Robespierre. Sauf que, en fait, il n'y a plus de challenger. Les mecs qui sont les Collot d'Herbois, les Billaud-Varenne, les Italiens, etc., ils sont très cool, hein, mais ils n'ont pas l'aura populaire d'un Robespierre. Et du coup, ceux qui vont avoir le vent en poupe, eh ben, c'est les députés de la Plaine. Ceux qui sont plutôt de tendance conservatrice. Donc, soit les montagnards vont plutôt finir à droite, en fait, hein, ils vont retourner leur veste, comme Fouché, par exemple. Soit alors, eh ben, il y en a qui vont finir ce qu'on appelle les crétois, c'est-à-dire les derniers montagnards, c'est-à-dire au sommet de la crête, mais Collot d'Herbois déporté, Billaud-Varenne déporté, Collot d'Herbois d'ailleurs, voilà, il va mourir de la fièvre jaune, Billaud-Varenne, il va rester au Nouveau Monde en Guyane, il refusera même la grâce de Napoléon. En fait, la gauche a sapé totalement ses fondements, et ceux qui vont prendre le pouvoir, eh ben, c'est les gars de la Plaine, et vont tenter d'instaurer un nouveau régime. Le but, c'est du coup de procéder,
On voit bien que les comités de salut public, avec la victoire de Fleurus, etc., la situation se calme un petit peu. Elle n'est pas parfaitement sereine, mais c'est moins grave qu'avant. Donc, il serait peut-être temps, ces trucs de commission d'exécution, est-ce qu'on n'en reviendrait pas à un régime un petit peu plus classique, on remettrait des ministres, par exemple. Ça serait peut-être pas mal pour gérer l'administration, plutôt que d'être groupe. C'est sympa, mais bon, on peut peut-être revenir un petit peu plus. Et puis bon, les pouvoirs exorbitants du comité de salut public, tout comme du comité de sûreté générale, ce serait bien quand même qu'on redescende un petit peu. Donc le grand gagnant parmi les comités, là où les comités du coup de salut public, qui vont durer un petit peu, comité de salut public, comité de sûreté générale, etc., tout ça, ça va redescendre, c'est le comité de législation. Vous savez, c'est eux les modérés, ceux qui bossent, ceux qui font les lois. Et c'est là justement, dans cette période-là, qu'on va commencer aussi à mystifier la terreur. C'est Talien qui va faire ça, notamment, je le disais. Mais du coup, si vous parlez de terreur, avec un T majuscule, oh, mais ça plaît beaucoup à ces députés de tendance bourgeoise, de la plaine. Mais il faut aller jusqu'au bout. Ceux qui étaient proches de Robespierre, c'est donc que vous avez contribué à la terreur. Donc ceux qui ont fait tomber Robespierre, comme ils ont malgré tout été associés à lui, ben vont payer aussi. Et vont être déportés. Donc déjà, c'est mieux que d'être guillotiné, enfin... Voilà. Donc c'est pour ça que la montagne va vraiment s'effondrer. Il y aura des petits soubresauts de gauche, mais en vrai, s'être débarrassé de Robespierre, c'est la victoire des conservateurs, en vrai. Pas la victoire de ceux qui ont directement contribué à la chute de Robespierre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la fin de 94 Carrier va être exécuté, celui qui avait fait les massacres de Nantes dans la baignoire nationale, mais en gros il va payer comme pour Robespierre. Carrier, c'est le pire des représentants, donc tout ce qui est Fouché, là aussi italien, Barras et tout, ça va, c'était Carrier. La terreur c'est Carrier, c'est pas les autres. Voilà, pareil. On va essayer, bref, d'avoir cette logique de victime expiatoire pour passer à autre chose. Et ce qui fait que va y avoir effectivement un vent en poupe des conservateurs, on va même avoir un phénomène qui va apparaître à partir de septembre 94, c'est les muscadins. J'adore ce mot, les muscadins. Les muscadins, c'est des bobos parisiens qui s'habillent de manière assez étrange, mais franchement... vraiment des mecs en perruque poudrée, fringués, à la mode dernier cri, et qui sont là pour tabasser du sans-culotte. C'est vraiment, ils sont là pour rosser, à Lyon, à Paris. Ils sont notamment gérés à la fois par Talien, mais aussi par un journaliste qui dirigeait l'Orateur du Peuple, Fréron. Voilà, et donc on fait des grandes descentes bourgeoises, des milices qui sont là pour tabasser du sans-culotte, mais ça part en Gang of New York ou Berlin années 20 avec les spartakistes versus les sections d'assaut. C'est à peu près la même ambiance à Paris, donc on voit bien que la situation n'est pas calme du tout, et il va bien falloir qu'on prenne acte et que on prenne des mesures pour passer à autre chose. Et c'est dans cette logique-là, d'ailleurs, juste avant des mouvements sociaux, il y a par exemple le 1er avril 95, jusqu'en 95, on aura la Convention nationale qui va être envahie pour obtenir du pain. Donc bref, et réclamer la constitution de l'an 1. Donc on a toute une situation où le pouvoir intérieur a quand même... On ne sait pas trop quoi faire. Les comités, on est d'accord pour réduire le pouvoir, mais on fait quoi ? On fait quoi ? Et en mai 95, justement, après ce coup du 12 germinal du 1er avril 95, où la foule était venue pour réclamer la constitution de l'an 1, tout le contraire, on vous pond une nouvelle constitution. Voilà, c'est cadeau. On essaie du coup de partir sur la base d'un directoire. Donc on reste... Qu'est-ce que c'est le directoire ? Le directoire, c'est...
on va permettre... on reste un peu dans cette logique de comité. Sauf qu'au lieu d'en avoir plusieurs et avoir des commissions de partout, il y a une direction collégiale à la chef de l'État de 5 directeurs qui va venir assurer le pouvoir exécutif avec des ministres qui ne forment plus un conseil des ministres. Donc c'est 5 directeurs qui seront renouvelés par an. Voilà. Et le but, c'est vraiment d'éclater au plus possible le pouvoir exécutif, mais quand même regroupé en un, au lieu d'avoir des comités qui se bouffent. On a quand même un seul organe. Bon, spoiler, hein, à défaut que ce soit les comités qui se bouffent entre eux, ça va être les directeurs, hein, qui vont se bouffer entre eux. Ça va être du coup d'état permanent entre eux. Chaque année, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Et qui va présider 2 conseils de 750 députés en gros. Et ces 750 députés, on les retrouve pour 500 d'entre eux au Conseil des 500, ça porte bien son nom, et 250 d'entre eux au Conseil des anciens. Donc c'est les plus vieux de ces députés-là. L'idée, bref, c'est d'avoir un régime qui essaye de préserver la liberté de culte. Hein, on essaie de se calmer un petit peu là-dessus. Donc on est cool avec des prêtres qui étaient réfractaires, qui n'avaient pas voulu prêter serment à la Constitution. On va taper sur les reliquats de la gauche, qu'on appelle les néo-jacobins. Malgré tout, ce directoire va essayer de lutter contre une véritable menace qui s'affirme de plus en plus, c'est la montée royaliste. D'ailleurs, en 1795, il y a un premier phénomène qu'on retrouvera plus tard, qui s'appelle un phénomène de terreur blanche. On va y avoir près de 2000 morts, notamment dans le sud-est, hein, dans le Midi, aux alentours de Marseille, etc. C'est aussi là que ça va péter en 1815. Le maréchal Brune, qui était républicain, se fera zigouiller, mais moche, à Avignon, en 1815. Voilà, donc on va avoir des phénomènes de terreur blanche où on va régler ses comptes avec l'étonnant supposé de la terreur de la République. Donc ça massacre aussi de l'autre côté. Hein. Donc on a une vraie tendance royaliste qui n'est pas choucard du tout. Hein. Ça va d'ailleurs répéter en Vendée, hein, à ce moment-là. Hein. Colonnes infernales, très très bien. Très très bien. Après avoir vaincu les armées vendéennes après leur tentative de percer en Normandie, le coup des colonnes infernales, bingo! Très très bien joué, Turreau, parce que ça va réenflammer la Vendée, et donc avec une tendance franchement royaliste. Parce que ceux qui étaient les mordicus de la République, les Robespierre, etc., ben, ils sont plus là. Et ben merci, vous les avez butés pour nous. Très pratique. Donc il y a un vrai courant, pour le coup, franchement royaliste, qui se voit dans les rues. Hein. On parlait des muscadins. Hein. Les muscadins, ils sont pro-royalisme aussi. Donc, ça pue un peu. Et ceux qui sont de la plaine, qui essaient d'instaurer le directoire, ben, veulent pas le retour des extrémistes de la gauche, ne veulent pas non plus les royalistes, parce que ces mecs-là de la plaine sont attachés à l'abolition des privilèges, sont attachés à une forme de méritocratie, à une logique bourgeoise. Parce que le Louis XVIII, là, après la mort du fils de Louis XVI, Louis-Charles, là, le Louis XVII, Louis XVIII, il est pas cool du tout, hein. Il est pas cool. Il fait clairement comprendre que s'il reprend le pouvoir, c'est l'Ancien Régime. Bon, c'est un peu con parce qu'en 1815, quand il va 1814-1815, quand il va revenir au pouvoir, au contraire, Louis XVIII, c'est extrêmement habile. Au point que quand Napoléon reviendra pour les 100 jours, il sera contraint d'amender le régime impérial avec ce qu'on a appelé les actes additionnels aux constitutions de l'Empire, et qui sont des actes qui vont libéraliser le régime bonapartiste. Parce que Louis XVIII, quand il revient, ben, en fait, avec sa charte constitutionnelle, c'est plus cool que le régime impérial. Bon, c'est dommage qu'il n'ait pas eu cette position à l'époque du directoire, parce que ce qu'on entend de Louis XVIII, c'est que c'est pire. Donc la montée du royalisme est un vrai danger pour ce qui est des acquis de la Révolution. Tout le jeu de ces directeurs, cette tendance qui va apparaître, va être de pas trop... Une nouvelle fois, c'est la même logique, hein, de conserver ce qui est le bon de la Révolution, sans tomber dans les excès de la Révolution. Malgré tout, quand même, les royalistes, ils vont se prendre une grosse peignée dans l'Ouest par le général Hoche. Alors, le général Hoche, c'est une prouesse.
cette époque-là, pas très bien connu. Pourtant, c'est un officier général d'un talent monstrueux. Le gars va démonter les émigrés à Quiberon. C'est-à-dire qu'il va s'occuper de faire massacrer 757 précis. Hein. Attendez, je suis tellement précis que ça vaut le coup quand même de vérifier que je dise pas une connerie. Ou alors c'est Barras. J'ai un doute maintenant. Ouais, j'ai voulu vérifier. Non, c'est bien ça. 757 émigrés lors du débarquement qui sera repoussé par l'armée de Hoche. Donc c'est Talien qui va s'occuper de ça. Enfin, le mec, très très bien. Hein, très bien. Bon, il sera copain avec Bonaparte. Hein, il le suivra même en Égypte. Donc il le suivra même durant les 100 jours. Donc on a une bonne tendance bonapartiste chez Jean-Lambert Talien. Voilà pour le nommer précisément. Donc ouais, ce général Hoche, c'était vraiment un gars talentueux qui était dans l'état-major avec Dumouriez et qui sera très apprécié par Lazare Carnot, alors que c'est un gars qui est né en 1768, donc qui est très très jeune à cette période-là. Il a la vingtaine, malheureusement. Il va mourir à 29 ans de la tuberculose, mais il aurait pu être un proto-Bonaparte, hein, parce qu'il était vraiment très très bon. Néanmoins, bon voilà, il arrive à repousser cette tentative de débarquement des forces mi-émigrées, mi-britanniques. Ce qui fait qu'il va un peu marquer une montée en puissance d'un acteur qui, pour l'instant, a toujours été un petit peu sous-estimé. C'est celui de l'armée. On va le retrouver, mais en fait, le vrai soutien du Directoire, c'est l'armée. Les militaires, ils sont très attachés aux acquis de la Révolution. Parce que, ils n'ont pas du tout envie que la noblesse se ramène. Parce que eux, et ça va pas louper, hein, même si Louis XVIII, il va être cool, tous ceux, par exemple, qui ont désertés de la marine royale vont considérer avoir accompli leurs états de service durant toute la période révolutionnaire et impériale, et ce qui fait que quand ils vont revenir en 1815, tiens, j'étais lieutenant en 1792, pardon, mais la prime d'ancienneté, et ce qui fait que par exemple le mec qui va être aux commandes du fameux navire la Méduse, le radeau de la Méduse peint par Géricault, l'horreurissime de cet épisode, c'est un gars qui est un branquignol fini, qui avait juste foutu ses pieds sur un navire au début de la Révolution, sous la période royale encore, le roi des Français, etc. Mais qui reviendra parce que je suis un noble. Donc les militaires, ils sont pas du tout chauds pour ça, de perdre la possibilité pour eux de monter. Faut bien dire que nombre des maréchaux de Napoléon, c'est des mecs, c'est une forme de méritocratie, bon, c'est une caste militaire, mais c'est pas faux de dire que quand même, Bonaparte, c'est un fils de la Révolution. Certes, il est noble, c'est un nobliau corse, quoi. Le gars, il serait jamais devenu Napoléon s'il n'y avait pas eu la Révolution, si ça n'avait pas fonctionné au mérite. Pareil pour un Lannes, pour un Murat. Tous les grands maréchaux sont de petites bourgeoisies, sont de petites conditions ou de petite noblesse. Et tout ça, ça plaît à l'armée, cette possibilité justement de grimper par le rang. Et donc, ils ne veulent pas du tout le retour de la noblesse. Et en même temps, l'armée, c'est l'ordre. Donc tout ce qui est le bordel néo-jacobin, etc., ça leur plaît pas du tout. Donc le Directoire, en tout cas, cette plaine qui va se muer en Conseil des 500 et en Conseil des Anciens, va se rapprocher de l'armée parce qu'il y a des intérêts conservateurs, mais pas non plus réactionnaires et pas non plus ultra-gauchistes néo-jacobins. Voilà, il y a une attitude conservatrice de la Révolution. Et donc c'est le compromis qu'on va essayer de trouver avec cette constitution de l'an 3 du 22 août 1795. C'est un but de synthèse. Dans cette constitution de l'an 3, on proclame, c'est une déclaration des droits et des devoirs, un truc inédit, voilà, des citoyens. On parle pas on remet pas l'esclavage, ok, très bien, mais la propriété est quand même une valeur cardinale. Par contre, on ne parle plus du droit naturel et on commence à parler du sens, c'est-à-dire on va avoir un suffrage censitaire. Ça y est, on parlait de citoyens passifs, actifs, mais là on rentre un petit peu dans le dur. C'est oui, ceux qui pourront accéder à des fonctions, participer à la vie politique, c'est ceux qui ont du pognon. Voilà, on rentre là-dedans, hein, maintenant c'est dit.
Euh, et donc l'idée, c'est voilà, donc on va avoir 5 directeurs qui vont être à la tête de l'État, à côté de 750 députés, divisés dans les 2 chambres que je vous avais indiquées. L'idée, c'est que chaque année, l'ensemble de ces conseils comme de ce directoire, en fait, tout ça, cet ensemble-là, va être renouvelé par tiers. Donc chaque année, on se pose des questions. Sachant que le directoire va durer 4 ans, donc on nomme 5. On va élire les conseils des anciens et conseils des 500 vont élire 5 directeurs, mais ça va être par tirage au sort que va y avoir un directeur à chaque fois qui va dégager et qui va être élu. Parce qu'on n'est pas encore au bout des 5 années, et donc on ne peut pas encore faire un renouvellement par tiers. Ils siègent d'ailleurs au Luxembourg, donc on leur donne un palais. Mais en fait, c'est comme la logique de Louis XVI avec les Tuileries, on les enferme là, et quand ils sortent, ils doivent revêtir un costume particulier. C'est incroyable. Hein. Les mecs du Conseil des Anciens, Conseil des 500 directeurs, ils ont des costumes, mais je sais pas le styliste, hein, mais vraiment, c'est avec une cape rouge, avec un chapeau à plumes. Enfin, c'est vraiment... c'est assez bien représenté dans la mini-série de Napoléon, lors du coup d'État du 18 Brumaire. On les voit pas mal, ces costumes, assez intéressants. C'est marrant d'ailleurs, le film de Ridley Scott a finalement donné des lettres de noblesse à la mini-série de Napoléon que j'avais détesté pour la qualité de ses dialogues, mais très franchement, même personnellement, je crois que je préfère Christian Clavier en Napoléon que Joaquin Phoenix dans, dans ce film. Un film, je crois pas que j'avais aussi évoqué, alors, rien à voir, hein, bon, c'est un live à l'Asbel. Si vous voulez aussi un très bon film sur... oui, pour être très bon téléfilm sur les années de Louis XVI avant la Révolution, vous avez un film disponible sur YouTube sur Louis XVI, l'homme qui ne voulait pas être roi. Il est quand même pas mal. Moi, franchement, bien aimé, il évoque bien toutes ces questions-là. Et ça fait une très bonne préquelle au film Années-Lumière, Années Terribles de 1989. Assez sympa. J'adore les acteurs qui font Desmoulins, Danton et Robespierre, ils sont incroyables dans cette série. Même celui qui joue Louis XVI. Il y a un très très bon casting, c'est chouette. Je suis un peu moins convaincu par Sam Neill qui incarne Lafayette. Mais enfin bon, on va pas bouder son plaisir. C'est toujours sympa d'avoir des films qui évoquent cette période-là. Robespierre dans le film de Ridley Scott, mais... Bon, déjà, le suicide en plein milieu de la Convention nationale, n'importe quoi. Enfin, la tentative de suicide, pas du tout à l'hôtel de ville. Et puis l'acteur qu'ils ont trouvé, le mec, il est gros. Mais Robespierre, il était malingre, il était chétif. Enfin, vraiment, le conseiller historique, il a dû s'arracher les cheveux. Vraiment, on a l'impression que le film de Ridley Scott, c'est qualité Netflix. Bon, je suis pas là pour taper là-dessus. Donc... Le problème du directoire, c'est, vous le voyez, on essaye le plus possible d'éviter la concentration du pouvoir, comme on avait pu le connaître avec le comité de salut public. Le souci, par ce système qui est des élections chaque année, c'est que qui dit élection dit tendance, sauf que la tendance, elle est au royalisme. Donc, pour contrer ça, pratiquement toutes les élections sous cette période 1795-1799, donc de l'an 3 à l'an 8, vont être des élections qui vont être cassées. Ou même on va essayer de les tromper. Par exemple, la première en août 95, donc constitution de mai 95, et en août 95 on procède aux premières élections, il y a un décret, le décret qu'on appelle le décret des 2 tiers, où on va proclamer que les 2 tiers de la Convention devront provenir les 2 tiers des nouveaux députés, des 750, donc les 500, devront provenir de la Convention nationale. Une très très bonne façon de niquer ceux qui avaient une tendance royaliste. Sachant que ça n'a pas empêché que ça pète, puisque en octobre 95, on a l'insurrection, qui est d'ailleurs montrée aussi bien dans la mini-série de Clavier que dans le film de Ridley Scott, c'est le 13 Vendémiaire, une insurrection royaliste qui va marcher contre les institutions de la République. C'est le directeur Barras, auréolé
de son succès à l'occasion du 9 Thermidor, qui va être en charge de réprimer cette insurrection-là. Et avec qui il va s'acoquiner? Eh bien, avec un général qui, fraîchement élu, enfin fraîchement désigné, qui avait fait ses armes à Toulon, le général Bonaparte. On y est. Et Bonaparte, c'est pas compliqué, hein, il va charger Murat qui apparaît dans l'histoire, de ramener des canons, et on va tirer à la mitraille. C'est-à-dire, on va utiliser la bonne méthode Fouché à Lyon. Cette fois-ci, c'est Bonaparte qui l'utilise à Paris. Les royalistes, ils sont calmés. Donc, qui c'est qu'on a comme directeur? Donc, on a Barras, La Ravelière, Lépaud, qui va avoir une grosse influence en matière cultuelle et culturelle. On a Rebelle, on a Le Tourneur, et on a Carnot, le fameux Lazare Carnot, qu'on avait déjà dans le comité de salut public, qui va remplacer Sieyès. Sieyès qui ne voulait pas être directeur parce qu'il considérait que l'exécutif n'était pas assez fort. On retrouvera évidemment Sieyès à la fin de tout ceci, avec le coup d'état de Thermidor. Je ne suis même pas sûr que Sieyès soit présent dans le film de Ridley Scott. J'ai un doute. Il est présent dans la mini-série de Clavier. Je pense qu'il est présent, mais c'est tellement... je crois même pas qu'il ait une ligne de dialogue en vrai. Voilà, donc, cette première période-là va être marquée par des troubles économiques, une inflation totalissime de l'assignat, ce qui fait qu'en février 1796, on va, sans solution concrète, on va briser des machines qui créent des assignats. On va par contre énormément développer l'armée, parce que ceux qui ramènent du pognon, ce sont les généraux. Et justement, on va discuter de celui qui va en ramener le plus, le général Bonaparte, dans le nord de l'Italie. La dette, elle est colossale, et ce que vont faire les directeurs, alors là, ils vont faire... ils veulent pas entendre parler de faillite. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, bon, on va faire... Ils aiment bien quand ça parle de tiers, hein, renouvellement par tiers, décret de tiers, ben là c'est la même chose. C'est 2 tiers, on va semi-proclamer la banqueroute, et 1 tiers, oui, on va assurer la dette. Voilà. Ok, les mecs essayent d'endiguer la dette comme ça. Il y a une hausse du banditisme, comme je vous le disais, qui est colossale. La pauvreté, elle monte. Les fortunes qui s'érigent à cette époque-là ne sont pas des fortunes industrielles, ce sont des fortunes dues à la spéculation, suite à la vente, à la revente des biens nationaux, hein, tous ceux de l'Église et des émigrés. Va quand même y avoir un coup où ce nouveau régime va avoir des petites frayeurs en 1796, c'est la conjuration de Gracchus Babeuf. Gracchus, tout un nom, hein, c'est un Gracchus Babeuf, c'est pas du tout son vrai prénom, hein. Je crois qu'il s'appelait... Comment il s'appelait? Gracchus. C'est François à la base, mais il s'appelle Gracchus en mémoire des Gracques, une révolution agraire. Gracchus Babeuf et la conjuration des égaux, ça va être considéré comme étant les pères du communisme, parce que eux, ils veulent vraiment une logique de collectivisation des terres, nationalisation des moyens de production pour répondre à la pauvreté grandissante et à l'inflation totale. Bon, pas assez de soutien, donc cette conjuration-là va faire flop, et tout ce beau monde va être là aussi arrêté. Et ce qui va caractériser la période du Directoire, c'est une répression par ce qu'on a appelé la guillotine sèche. C'est-à-dire, on va pas tellement avoir recours à la guillotine, par contre, full déportation. Tout aussi efficace qu'une guillotine, parce que pour revenir de Cayenne, marche pas trop, et on apparaît comme étant moins violent que la terreur. Voilà, mais du coup, ça va renforcer ce côté conservatisme, parce que la conjuration de Babeuf donne l'idée que, il y a quand même toujours une menace de la gauche, même si on est très loin de la puissance des Jacobins, hein, on était très loin de la convention thermidorienne, etc. Bon. D'ailleurs, en faisant ça, en ayant donné un tel écho à la puissance de la gauche, les élections suivantes vont donner la victoire aux royalistes, au point que le général Pichegru, qui est clairement un royaliste, qu'on retrouvera plus tard en 1804 avec le Vendéen Cadoudal pour tenter de tuer le premier consul, Pichegru va présider le Conseil des 500. Bon, finalement,
les directeurs sont quand même dans une situation franchement embêtée et vont faire un premier coup d'État. C'est le coup d'État du 18 Fructidor en 5, donc je vous épargne le calendrier. C'est sympa de parler du calendrier républicain, mais on va quand même aussi donner les dates selon le calendrier grégorien. 4 septembre 1797, c'est l'armée est républicaine. Et du coup, on va faire un coup de force où on va retrouver Hoche et Bonaparte. Et on va arrêter un directeur qui s'appelle Barthélemy. Pichegru va être arrêté. Lazare Carnot va être contraint à l'exil. On va faire monter au sein du directoire Merlin de Douai, qu'on avait déjà vu comme étant l'auteur avec Cambacérès de la loi des suspects. Neufchâteau, un type qui est de tendance républicaine. Voilà, donc on fait monter tout ce bon monde pour calmer les tendances royalistes. D'ailleurs, on fait ce qu'on appelle la terreur fructidorienne. En fait, on fait une épuration administrative. Tous ceux qui sont trop proches des royalistes ou des néo-jacobins, hop là, on les dégage. Mais c'est d'emblée un aveu de faiblesse parce que des élections qui donnaient, malgré tout ce qu'on a pu mettre comme système pour endiguer le royalisme, donnent quand même une victoire de ces derniers au pouvoir. Ça montre bien que la constitution du directoire, elle pue du derche en fait, elle marche pas du tout. On est obligé à chaque fois de casser l'élection ou d'utiliser des artifices. Donc ça montre bien que le régime il est pas du tout solide. Mais pour l'instant, on fait ça à défaut de mieux. Bon, pour autant, la situation extérieure, elle se stabilise un petit peu puisque la Prusse se retire. On signe la paix en 1795. Il reste par contre le Royaume-Uni et l'Autriche. Et donc on va tenter plusieurs offensives. Jourdan et Moreau dans le nord-est, ça va être l'essentiel des forces militaires, 150 000 personnes. On va donner un commandement à Hoche, qui ne pourra pas aller... il ne va pas tarder à rendre l'arme à gauche, littéralement, puisqu'il va mourir à 29 ans de la tuberculose, pauvre gars, pour tenter un débarquement qui va être un échec total sur les îles britanniques avec 15 000 hommes. Et puis, on va donner 50 000 hommes à un général qui s'est bien distingué à Vendémiaire, et c'est le général Bonaparte. Bonaparte, il va faire un succès total dans le nord de l'Italie, beaucoup plus que Moreau et Jourdan. Il va remporter énormément de victoires, il va ramener au taquet d'oseille au directoire quand on a énormément besoin, et ce qui fait que Bonaparte il va plus se sentir, parce que c'est lui qui va conclure la paix avec l'Autriche. Il est absolument pas mandaté pour ça, mais on dit rien parce que Bonaparte il est ultra populaire après ses victoires de Lodi, d'Arcole, de Mantoue. Ils se sont plus pétés, il menace les états pontificaux, il s'en prend à Venise après avoir défoncé le Piémont, après avoir défoncé l'Autriche. Mais d'ailleurs à tel point qu'à Venise, il va ramener à Paris le quadrige, les 4 chevaux là, que les Vénitiens avaient piqué en 1204 à Constantinople, suite à la contournement de la 4e croisade. C'est Bonaparte qui les ramène à Paris et ils se font max d'oseille, et le directoire ose pas trop gueuler parce que... il est trop bien en fait, ce général, il est très populaire et il ramène des sous. À côté de ça, on crée énormément de petites républiques, la République cisalpine, la République ligurienne, la République helvétique, les Pays-Bas sont soumis à l'autorité française. Donc cette période du directoire, mine de rien, militairement, on a des succès. Mais à côté de ça, la situation antérieure, elle n'est pas mieux, puisqu'après... les précédentes élections qui avaient donné une tendance royaliste, et là du coup ce sont les néo-jacobins qui prennent le pouvoir, alors même qu'on avait tout tenté pour les endiguer. Et là encore, le directoire va être contraint à faire un coup d'état politique cette fois-ci, pas militaire. Donc on va prendre du temps on va nommer des commissions pour valider les élections, etc. Bon, en réalité, on va se débrouiller pour péter, pour des motifs souvent bidons, plus d'une centaine d'élections de néo-jacobins. Voilà, donc
On va dégager Neufchâteau, qui était d'une tendance républicaine, pour le remplacer par un autre, Treillard, qu'on retrouvera justement plus tard, parce qu'il y avait un petit souci. Treillard, c'est un ancien député, et normalement, la Constitution de 95 disait bien qu'on ne pouvait pas être député et directeur sans qu'il y ait un délai d'écart de 2 ans. Bon, on ne se rend pas compte, sur le coup on s'en accommode. Bon, ça va être la clé pour se débarrasser de Treillard quelques temps plus tard. Donc voilà, donc après un premier succès royaliste aux élections, on se débarrasse de tout ça par le coup de Fructidor, et là, le coup de Floréal pour se débarrasser des néo-jacobins. Bref, coup d'état sur coup d'état sur coup d'état. À côté de ça, il y a une vie économique qui est empreinte de libéralisme, on tente de faire des trucs, mais surtout on essaie de procéder aux premières enquêtes statistiques pour essayer de répondre aux besoins de la population, et malgré tout, on assiste à un développement des arts, des métiers, il y a un vrai essor quand même culturel sous le Directoire. On essaye d'instaurer des fêtes républicaines, bon, qui ne marchent pas beaucoup, hein, parce que je ne développe pas la question du calendrier républicain, mais sachez que la semaine n'est plus de 7 jours, elle est de 10 jours. Donc, tous les décadis, tous les dimanches de l'époque, donc tous les 10 jours, on essaye de faire des fêtes républicaines qui ne prennent pas, on essaye. Mais il y a quand même quelque chose, on essaye, malgré tout, il y a une culture antique, il y a une peinture, il y a les musées. Versailles est transformé en musée, le Louvre est transformé en musée. On développe les archives, on développe l'Institut de France. Napoléon va siéger à l'Institut. On développe les administrations, les écoles centrales. Bon, il y a vraiment des tentatives. Tout ce qui fera le succès du consulat aura quand même une bonne base qui aura été à minima tentée, voire réussie par le Directoire. Parallèlement, Bonaparte, on l'envoie en Égypte. Il y a Talien qui le suit d'ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant, Bonaparte avait été élu jacobin, mais parmi la centaine de néo-jacobins qui ont vu leur élection cassée, la sienne sera, et Napoléon aura été un court moment député au sein du Conseil des 500. Donc on envoie Bonaparte en Égypte. L'Égypte à l'époque, voilà, on parle d'antique, donc l'Antiquité, l'Égypte c'est le berceau de l'humanité, donc il y a toute une campagne d'une propagande pour dire la République, les Lumières retrouvent le berceau de l'humanité qu'est l'Égypte. Et le but aussi économiquement, c'est de niquer une très bonne part du commerce britannique qui transite par l'Égypte. Et l'Égypte, c'est une province qui est dirigée par les Mamelouks au sein de l'Empire ottoman, donc c'est une caste des Mamelouks qui est à l'abandon total, donc Bonaparte n'aura aucun mal à se débarrasser d'eux. C'est d'ailleurs un miracle d'ailleurs que Bonaparte est arrivé avec sa flotte jusqu'en Égypte tout en évitant la flotte de Nelson. Bon, au passage, Napoléon, hop, il prend l'île de Malte, il arrive au Caire, bataille des pyramides, une bonne partie de l'Égypte est dominé par l'institution de Bonaparte. Il y aura même toute une histoire quant à savoir si on ne peut pas faire en sorte que l'armée de Napoléon puisse se convertir à l'islam. Mais le problème, c'est que les soldats, ils picolent. Donc il y a des débats de fous pour savoir si on peut être mahométan et boire malgré tout de l'alcool. Ce qui n'empêchera pas des révoltes au sein de la ville du Caire qui seront réprimées, mais dans le sang, l'horreur. Malgré la victoire des pyramides et la montée de Napoléon jusqu'en Palestine, il y aura quand même l'énorme défaite navale d'Aboukir, qui fait que l'armée va être coincée. Bref, tout un épisode militaire que je ne vais pas énormément développer là, les pestiférés de Jaffa et compagnie. En définitive, c'est un échec total. Et Bonaparte va laisser le commandement à Kléber pour se tailler Fissa en France pour essayer de récupérer le pouvoir parce qu'il sent que le pouvoir est mûr, parce que politiquement, la campagne d'Égypte est parfaitement valorisée. Tout le monde est très content de l'Égypte, alors qu'en fait c'est un échec total, mais la presse et la propagande étant, on s'en sort bien. Bon, le Directoire est à bout de souffle. Les affaires en fait sont gérées par des militaires. Les royalistes sont toujours là et ont vraiment une poussée, une instabilité politique prégnante. Et il y a un gars qu'on avait oublié, Sieyès, présent, c'est marrant. On va finir l'épisode avec Sieyès,
ces 2 podcasts, et on avait évoqué CIS dans les premiers temps du premier, parce que c'était lui qui avait publié au début de l'année 89, qu'est-ce que le tiers-état? Et là, c'est CIS qui va finalement être nommé directeur avec un copain Ducos. Voilà, c'est CIS, il va remplacer le directeur Rebelle, et au final, on a parmi les 5 directeurs, on a 2 néo-jacobins parfaitement pas terribles, Goyer et Moulin, le général Moulin, ne sont pas des très très grandes figures. Ducos et CIS, eux, ils ont une plus grande réputation auprès des chambres, qui ont vraiment un pouvoir politique prégnant et qui ont une volonté de réviser la Constitution. Et au milieu, il y a Barras, un petit peu l'électron libre. Donc Barras aura été du début à la fin le directeur. Un souci pour les révisionnistes, c'est que la révision n'est pas possible. On ne peut pas réviser la Constitution de l'an 3 de 1795 avant 5 ans. Donc il va falloir faire un coup d'État. Donc CIS, c'est très très bien raconté dans la série, la mini-série de Clavier. CIS, avec des indépendants menés par Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon, va faire un coup d'État où il lui faudra un sabre. Au début, on pensait au général Joubert, mais sauf qu'il n'avait pas autant d'éclat que Bonaparte, et quand celui-ci sera envoyé en Égypte, on dira tiens, Joubert va faire tes armes aussi en Italie, manque de bol, il va passer l'arme à gauche. Bon, donc il n'y aura que Bonaparte disponible pour CIS, même si CIS se méfiait déjà des visées politiques de Bonaparte. On déplace les 2 conseils à Saint-Cloud. Le conseil des anciens, pas de problème pour voter tout ça. Le Conseil des Anciens ne fera pas trop d'histoire, c'est plutôt les 500 qui vont gueuler, surtout que Bonaparte va être extraordinairement maladroit. Il va essayer de s'exprimer à la tribune en étant accompagné par des soldats. On va crier à l'assassin de la Constitution. Ça va très 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 mal se passer. C'est à cette occasion-là qu'on va inventer le mythe du poignard, parce que de poignard, selon toute vraisemblance, il y en a jamais eu. Et au final, c'est Lucien Bonaparte et Murat qui vont sauver la situation, puisque Lucien va faire un discours assez éloquent devant l'armée qui était rassemblée à Saint-Cloud pour dire, il va sortir son poignard et il va dire qu'il n'hésiterait pas une seule seconde à planter cette lame. Donc s'il y a eu un poignard, c'est plutôt celle du frère Bonaparte, à planter cette lame dans le cœur de son frère s'il le soupçonnait d'attenter aux libertés. Donc les soldats vont être galvanisés, et qui va mener l'assaut pour disperser le Conseil des 500? C'est Murat, avec cette phrase magnifique, quel panache le bonhomme, citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi ça dehors. Et donc les 500 vont être dispersés, mais on va réunir malgré tout une majorité, donc 250 et quelques du Conseil des 500, pour voter la révision constitutionnelle. Et là, on arrive à la constitution de Frimaire en 8, du 13 décembre 1799. Brumaire, c'était le 9 novembre 1799, donc ça va très très vite. De novembre à décembre, on crée une nouvelle constitution. À la base, on remplace le directoire par une commission consulaire avec 3 consuls, Bonaparte, CIS et Ducos. Ducos, c'était le grand pote de CIS. Sauf qu'en fait, Bonaparte, c'est une machine de boulot qui va totalement remplacer et supplanter CIS. Et en plus, il y a une popularité écrasante par rapport à celle de CIS. CIS, finalement, on va le nommer président d'une nouvelle institution qui va s'appeler le Sénat conservateur. On va pondre le Conseil d'État qui va être en charge d'élaborer les lois. On va établir le corps législatif où les députés vont pouvoir voter les lois. On va instaurer aussi le tribunat. Et c'est là où on va pouvoir discuter les lois. Bon, bref, là où avant on avait éclaté le pouvoir exécutif, en définitive, là on va éclater à fond le pouvoir législatif, et très 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 rapidement, à coup de petites révisions, c'est Bonaparte qui va prendre le pouvoir. Le premier consul va avoir un ascendant majeur sur ses collègues, qui vont pas tarder à être remplacés par Lebrun et Cambacérès. Lebrun d'une tendance plutôt royaliste, réputé pour une très très bonne gestion des finances, parce que ça va être une des grandes marques du consulat, c'est de faire rentrer du pognon pour alimenter l'armée. Et Cambacérès, plutôt tendance
pleine jacobine, régicide, qui avait voté la mort du roi. Excellent juriste, et dont on doit la paternité, non pas seulement de la loi des suspects, mais également du Code civil. Donc, tout ça va être validé par un plébiscite à 80% d'abstention. Voilà, donc un plébiscite pas terrible, qui va avoir un très 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 bon score, mais 80% d'abstention, et en plus du bidouillage par Napoléon et Lucien Bonaparte. Bon, voilà, on enterre définitivement la République. D'ailleurs, l'annonce de la Constitution de Frimaire en 8, c'est la fameuse phrase de Bonaparte. La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie. Les grandes prouesses du consulat napoléonien, en dehors de la répression et de l'achat des tendances qui pouvaient être contre lui, néo-jacobins, etc., ça va être avant tout la victoire de Marengo en Italie, sachant que à la base, la victoire de Marengo, elle n'est pas du tout assurée. Hein, c'est le fameux moment qui fait suite à l'épisode du col de Saint-Bernard, où on voit le magnifique tableau de Bonaparte sur un splendide cheval, alors qu'en fait il a franchi ça par un âne. Hein. Un cheval, c'est pas du tout approprié pour monter le col du Grand Saint-Bernard. En fait, il était là pour venir secourir l'armée assiégée de Masséna dans Gênes. Mais sauf qu'il va arriver trop tard, Masséna va faire acte de reddition, il n'a pas le choix. Et du coup, à Marengo, il va être bousculé par les Autrichiens. Et s'il n'y avait pas eu la division d'un de ses potes en Égypte, du général Desaix qui va perdre la vie à ce moment-là, Marengo aurait été un échec. Bon, là, Marengo est une victoire, mais ça s'est joué à peu. Et là, avec Marengo, il y a quand même un triomphe, parce que ça va aboutir très rapidement sur la paix d'Amiens, qui va être négociée par un autre frère de Bonaparte, c'est l'aîné, Joseph. Et là, on va avoir 6 mois de paix. Donc, enfin, la paix en République, ce qui est une prouesse. Et enfin aussi la paix religieuse par l'émergence du Concordat conclu avec Pie VII, où l'État aura un droit de regard sur la nomination des grands ecclésiastiques, parmi lesquels les évêques, je commence à être fatigué, et va aussi salarier les cultes. Donc ça va donner un petit pouvoir, avec l'instauration finalement de l'église gallicane. Malgré la prise de pouvoir de Bonaparte, on a quand même une forme de triomphe des idées de la Révolution, ce qui en faisait l'essentiel, on va dire, la déclaration des droits de l'homme, une conception de la propriété, une conception de la méritocratie, de la justice, etc., va être quelque part sauvée. Ça aurait pu être totalement remis en cause par une victoire des royalistes. Comme je vous l'ai dit, en 1815, quand Louis XVIII va se ramener, il sera même plus libéral que ne l'aura été Napoléon sous l'Empire, puisque le consulat, on va passer donc du coup d'un consul qui a tous les pouvoirs, mais qui a une durée limitée, un mandat limité à un mandat de 10 ans, puis consul à vie, puis finalement empereur. La constitution de l'Empire ne va pas tellement modifier le régime politique, si ce n'est qu'à terme, Napoléon va supprimer le tribunat. Il sera même d'ailleurs tenté en 1814, au moment où ça ira vraiment pas bien, de supprimer le corps législatif. Ce qui va surtout faire les grandes réformes de l'Empire, c'est le principe de l'hérédité impériale. Ça, quand même, ça fout un choc. C'est pour ça, d'où toute l'obsession de Napoléon pour avoir un gosse, alors même qu'il avait un fils adoptif en la personne d'Eugène de Beauharnais, l'enfant de Joséphine, qu'on voit dans le film, hein, d'ailleurs, on le voit même dans la mini-série, c'est un personnage qui est présent, un peu sous-estimé, Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie, pourtant très bon militairement et très loyal, très fidèle, vraiment quelqu'un qui aura le respect des cours européennes, vraiment. Et aussi l'apparition de la noblesse impériale, plutôt des dignités impériales, avec des titres à la con du style duc de Parme, prince d'Essling, prince de Wagram, selon les noms de bataille, pour fidéliser au plus possible. Alors au final, cette agitation politique qu'on avait durant toute la République, que ce soit du temps de la Convention
ou du temps du Directoire, comment est-ce que Napoléon essaie de calmer les tendances qui pourraient être contre lui? Par des récompenses, par la Légion d'honneur, par du pognon, par des titres qui ont une conséquence sonnante et trébuchante, hein. Et voilà, donc on voit bien que ces tendances politiques, elles sont bien présentes et ont quand même toujours un coup à jouer. Je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que je ne vais pas aller plus loin sur le consulat et l'Empire. Il n'y a pas tellement plus à dire sur eux, hein. On sait qu'il y a du recyclage de personnalités politiques qui ont joué un rôle du temps de la Convention et du temps du Directoire. Ça me paraissait quand même important d'évoquer un petit peu la question du Directoire. Mais enfin, si vous voulez approfondir tout ça, franchement, vous allez sur YouTube écouter du Storia Voce, vous allez vous abonner à la chaîne d'Histonie, vous allez vous abonner sur la chaîne Sur le Champ qui d'ailleurs, hier, j'ai pas encore eu le temps de la regarder, a sorti une vidéo sur la bataille de Valmy qui a l'air absolument passionnantissime. Ce gars-là fait un travail incroyable sur l'enjeu militaire, donc vraiment, vraiment, c'est des choses qui sont à regarder, à étudier. Maintenant, beaucoup de vulgarisation quand même sur la Révolution. Moi, j'ai voulu avoir ma petite part de vulgarisation. Ça fera moins de 4 heures au final. Je trouve que c'est efficace. Ça permet de faire un survol. Vous me direz dans les commentaires si ça aurait été utile. Parce que comme ça, moi, on a un travail complet pour aborder la série With the Revolution avec tout le côté juridique et judiciaire. Voilà, j'aurais exposé l'histoire en survol. Une nouvelle fois, je ne suis pas historien, je n'ai pas fait d'études d'histoire, je suis juste un passionné qui vous donne le résultat de ces lectures intenses sur la période. Au moins, j'espère avoir eu un apport chronologique. Et puis voilà, et j'espère que j'ai pu vous donner une vision un peu plus claire sur une période qui est très dense, très touffue, avec des acteurs très variés. Et puis voilà, on aura l'occasion prochainement de revenir sur la Révolution, sur le droit notamment, bien sûr. C'est le but quand même à la base de cette chaîne. Mais à l'occasion des différents procès qu'on aura à voir dans le jeu With the Revolution, on va juger Danton, on va juger Louis XVI, on va juger Robespierre. On reviendra plus en profondeur sur chacun de ces personnages-là. Mais au moins, voilà, vous aurez le cadre historique sur comment apprécier leur action dans le temps. Voilà, qu'est-ce qui les a précédés et qu'est-ce qui leur a succédé. Mais écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas par mail, en commentaire, etc. Je suis content d'être allé jusqu'au bout de cette période-là. En tout cas, moi, personnellement, j'y vois plus clair. Je suis content. On lâche rien. Et puis, je vous dis à très vite. Si vous voulez plus d'histoire de la Révolution, lundi, midi 15, qui est l'heure habituelle des lives, ça a porté justement sur la procédure judiciaire durant la Révolution, notamment du tribunal criminel. Et puis, à partir de jeudi 7 mars, ça y est, 20h30, on se lance à With the Revolution, où on va causer de droit, un petit peu d'histoire, mais on va aussi se retrouver dans un cadre un peu plus plaisant, celui d'un jeu vidéo qui est tout bonnement exceptionnel, qui est beau, j'adore ce jeu. J'ai vraiment hâte J'ai jamais joué, mais j'ai vu des vidéos, j'ai vraiment envie. Très, très, très... Le concept est passionnant. Bon, bref, j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'on sera nombreux à discuter du droit autour de cette période-là. Et puis ensuite, on étudiera d'autres périodes. Voilà, j'aimerais bien faire un truc aussi sur le Second Empire. Enfin bon, projets et projets, on a le temps de voir venir. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire des retours. Ah oui, si précision. Comme je ne ferai pas de troisième podcast normalement sur la Révolution, c'est pas prévu. Si jamais j'ai des modifications à faire, si jamais j'ai dit une grosse connerie dans l'un ou l'autre des podcasts, je le mettrai sous cette vidéo-là, sous ce podcast-là. Donc, n'hésitez pas éventuellement à checker si en description, il n'y a pas des petits addendums, des petits erratums, sait-on jamais. Hein, c'est important quand on peut rectifier. Une nouvelle fois, je ne suis pas historien, donc des erreurs, j'en ai probablement commises. Vérifiez avant tout par vous-même s'il y a des choses qui vous interpellent. Si moi-même je m'aperçois que ce que j'ai dit pourrait être faux, je ne manquerai pas de vérifier tout ça. Mais si vous êtes passionné, sur Internet, maintenant, il y a de plus en plus de travaux qui sont faits et qui rendent la chose accessible. Prenez soin de vous, à très vite sur la chaîne Evelyne du Droit. Hâte de vous retrouver.
bon week-end à tous, et à bientôt.